Salut YouTube, je fais très vite parce que j'avais pas vu, il y a Plenel chez le média. Plenel, le plus gros agent de la CIA, celui que je hais. C'est peut-être la personnalité politique de gauche que je déteste le plus en France. Entre lui et Glucksmann, il est là, il est sur le média. Cet agent de la CIA, cet ennemi de l'antiracisme, cet ennemi de la Palestine, celui qui s'en est pris à Louisa Yousfi, celui qui a fait condamner Georges Ibrahim Abdallah, celui qui soutient un peu le réarmement militaire, celui qui nous explique qu'il faut faire la guerre en Ukraine, celui qui nous explique que Israël a le droit de se défendre. Voilà, tout ça, il y a Edoui Plenel, il est là. Ah, il y a une interview. Est-ce qu'il va répondre à toutes les attaques, à toutes les critiques? On va voir ça. Il va nous faire le petit. Il va faire, non, mais moi, je suis quelqu'un de. On rappelle aussi sur Charlie Kirk, il était en mode à cause de vous, il va avoir le fascisme. Voilà. Allez. C'est à cause des antifascistes qu'il va avoir le fascisme. Vous vous rappelez de cet édito chez. Comment ça s'appelle Pourquoi je dis Streamback? Ça n'a rien à voir. Backseat. Voilà, chez Backseat, Streamback. N'importe quoi. Chez Backseat, voilà. Je rappelle, Edoui Plenel, il avait sorti un livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur ne pas débattre avec l'extrême droite. Je rappelle, pour vous dire, la colonne vertébrale de ce trou du cul. J'appelle un trou du cul, Edoui Plenel. Il a sorti un livre sur il ne faut pas débattre avec l'extrême droite. Hein. C'est vraiment le propos de son livre. Il ne faut pas débattre avec l'extrême droite. Il a fait la promo chez Finkielkraut. Mamma mia, papatio. C'est chez Finkielkraut et je suis sûr, ce trou du cul, il est plus prêt à débattre avec Finkielkraut qu'avec Ouria Boutelja. Et la preuve, il a jamais débattu avec Ouria Boutelja. Par contre, il est allé vendre son livre chez Finkielkraut. Moi, je pose la question à Edoui Plenel, qui préfère-t-il entre Ouria Boutelja et Finkielkraut? Il faut pas débattre avec l'extrême droite, il faut pas se battre non plus, non. Bonjour Mon rêve, un débat avec Youssef qui lui crie dessus, ça serait extraordinaire. à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le fauteuil du média Edoui Bon, ils ont pris un arabe, c'est déjà pas mal. Plenel, Je sais pas qui c'est, lui. fondateur de Mediapart, journaliste et auteur. Bienvenue Edoui. Merci. La première question qu'on pose Merci. souvent dans le fauteuil, c'est comment tu t'es retrouvé dans ce que tu... Oh, tu tutoies Edoui Plenel, toi. Alors moi, jamais de la vie. Je tutoie que des amis. Donc vous, Edoui Plenel, ce sera vous. Bonjour, monsieur Edoui Plenel. Déjà, je vous dis bonjour, vous devez être content. On va peut-être zapper la carrière de Edoui Plenel parce que je m'en bats les couilles, 50 ans à la CIA. Évidemment, il y avait cette culture de l'enquête à Mediapart. Mais Mediapart a autoproduit quelque chose qui est pour moi sa plus belle réussite. On pourrait penser que je vais citer l'affaire Sarkozy, Cahuzac, Oui, la corruption ça, et je tout. Non, je vais citer MeToo. Moi, je trouve que ça a été, au final, une manière de traiter les violences sexistes et sexuelles un peu très naze, en fait. Au final, le bilan, c'est il y a des personnes célèbres, on va essayer de voir si on peut les faire tomber, peu importe pour le reste, quoi. Je sais pas, je trouve ça aberrant, quoi. Je trouve vraiment... Et je trouve que la polémique qu'il a eue, là, il y a quelques jours avec Théodora, ça montre un peu comment ça termine, quoi. Où t'as apparemment des journalistes qui préchotent, qui disent que, oh là là, ils vont sortir un truc sur Théodora et tout. Genre, c'est vraiment, c'est quoi le prochain? C'est laquelle la prochaine célébrité qu'on va faire tomber? Et surtout qu'au final, tu vois que les célébrités peuvent quand même continuer leur carrière, mine de rien, tu vois. Je veux dire, effectivement, ça va les toucher beaucoup, ça va faire une mauvaise réputation. Mais est-ce que ça change vraiment fondamentalement les questions de violence sexiste et sexuelle? Et je trouve que c'est très délimité au monde artistique, médiatique, politique. Est-ce que ça change quelque chose au quotidien des Français et surtout au quotidien des personnes qui subissent ces VSS? J'ai pas l'impression. Je trouve que le truc MeToo, c'est quelque chose de très réservé à une élite intellectuelle, médiatique, artistique. C'est-à-dire que, t'es classe populaire, ton agresseur, c'est le gars pas connu, c'est le voisin, c'est ton oncle. Le MeToo, ça va rien changer. Les flics vont quand même pas te croire. Ta famille va quand même pas te croire. T'auras pas de moyen de sortir de ton environnement familial. Et là, je suis pas en train de critiquer le mouvement MeToo en lui-même, parce que MeToo, il y avait d'autres trajectoires possibles. Mais la trajectoire qui a été prise par Mediapart, de simplement sortir des affaires de personnes célèbres, je suis en mode, moi j'ai l'impression que c'est juste une sorte de pari match, mais en forme engagée, mais t'as quand même le truc, oh là là, alors qu'est-ce que ça va être la prochaine? Évidemment, ça va de Patrick Poivre d'Arvor à récemment Patrick Bruel, en passant par... Voilà, on va voir Patrick Poivre d'Arvor, quelles sont les répercussions de ça. Là,
je parle plutôt par rapport à Tariq Ramadan, tu vois. Allez voir la vidéo sur Tariq Ramadan, je vais pas revenir sur le cas, j'ai fait 1 heure sur Tariq Ramadan et tout. Et je rappelle que sur le truc de Tariq Ramadan, on n'est pas à la question de savoir si Tariq Ramadan est innocent, mais plutôt du traitement médiatique et judiciaire du cas de Tariq Ramadan par rapport à d'autres cas comme Patrick Bruel. On verra ce qui arrive. Regardez Depardieu, on verra ce que ça va donner, quoi. Cette auto-organisation, tu viens de parler du droit à l'avortement et des conquêtes qui ont été faites, c'est passé aussi des fois par des modes d'action violents, les suffrages. On va venir parce que Edwy Plenel et les modes d'action violents, hein. On va voir ce qu'il va dire, hein. Les gens, j'ai pas suivi du tout, mais ça a été quoi l'attitude de Mediapart avec Raphaël Arnaud? J'ai pas trop suivi. Suffragistes aussi en Grande-Bretagne. On vit une période où il y a aussi une criminalisation de l'antifascisme, notamment liée à la violence. On a posé et lui-même a un petit peu participé à ça, Edwy Plenel, hein. Moi, je rappelle sur Charlie Kirk, son truc là, c'est à cause de vous qu'on va voir le fascisme, c'est insupportable. Notamment la question à l'échelle internationale de la légitimité de la violence dans le contexte de la lutte du peuple palestinien. Quel doit être le rôle de la violence dans le combat politique? Est-ce que on doit condamner toute forme de violence? Est-ce qu'il y a des contextes qui peuvent permettre de la tolérer? C'est une question assez générale, hein. J'ai pas la... Moi, je rappelle, pour moi, il y a des violences qui sont légitimes. Et je ne comprends pas comment des gens peuvent être choqués par cette phrase. Il y a des violences qui sont légitimes, c'est tout. Après, c'est la question de savoir quelles violences sont légitimes et ça dépendra de ton orientation politique. Mais tout le monde pense qu'il y a des violences qui sont légitimes. Voilà, tout le monde. Ceux qui vont vous dire que la violence n'est jamais justifiable, ce sont des menteurs. C'est une question presque de devoir de philo, mais on va y répondre très simplement. Très tu pouvais faire référence directe à dire que... Je rappelle quand même qu'il a dit que le nazisme, c'était à cause... C'est quand même c'était quoi dans l'Allemagne nazie, le truc qui avait brûlé les gens? J'ai un trou là. C'était quoi? Le Reichstag, voilà, merci. Le Reichstag qui avait brûlé, que les nazis ont attribué à un communiste ou un militant antifasciste, il a quand même repris la théorie de c'est à cause de ça que le nazisme s'est installé. Je vous renvoie à son édito, là, j'avais fait une vidéo moi sur ma chaîne, mais il avait repris la théorie en mode, voilà, et c'est à cause de ça que le nazisme a pu être, c'est radicalisé, c'est à cause de ça, il faut faire attention. Non, oui, les gens, je vous jure, allez voir, c'est une folie. C'est dans les droits fondamentaux, le droit à la résistance. Il est même déjà dans la Déclaration française et il est dans la Déclaration universelle des droits humains. C'est-à-dire quand on est face à une injustice insupportable, on a le droit de résister. Bon. Quand on est face à une injustice insupportable, on a le droit de résister. Ça me fait penser à un pays au Moyen-Orient, mais très difficile à défendre selon certains. Edwy Plenel, tu peux nous dire? Voilà, tu peux nous dire? Donc, est-ce que les Palestiniens ont le droit de se défendre? Donc de résister quand on est opprimé, quand on est sans aucun droit fondamentaux et quand on est face à une force répressive qui détruit, qui affame, qui assassine, qui torture, qui emprisonne illégalement, il est évident que la question de la résistance par des formes de contre-violence se pose. C'est trop bizarre, ça pourrait presque me faire penser à une certaine situation bien particulière, mais j'arrive pas à voir laquelle. Attendez, mais je pense qu'il va revenir sur ça là, mais c'est trop bizarre. Ça me fait penser à un sujet d'actualité qui a l'air d'entrer totalement dans ce cas-là. Mais là, s'ouvre un grand débat éthique qui est aussi vieux que les débats du camp de l'émancipation. Et dont, je crois, dans la période récente, les forces qui l'ont le mieux porté, et nul hasard si ce sont les héritiers de ça qui ont porté la question de la guerre génocidaire d'Israël en riposte aux attaques du Hamas, donc je suis de ceux qui pensent. Moi, déjà, parler des attaques de Hamas, déjà, moi, j'ai un problème avec ça, les gens. Faut le répéter. Edwy Plenel, tu es journaliste, tu devrais le savoir, en fait. Il n'y a pas que le Hamas qui est attaqué. Et en fait, ce qui m'énerve avec ce truc des attaques du Hamas, c'est que ça rentre dans la ligne de la guerre Israël contre le Hamas. Israël contre une organisation. Ce n'est pas vrai. Déjà, il n'y a pas eu que le Hamas qui a attaqué. Et on rappelle que c'est toute la Palestine qui est visée, pas seulement Gaza. Mais rappelons encore, c'est important, ça n'a pas été la seule organisation. C'est de nombreuses organisations palestiniennes qui ont participé à ça. Parce qu'ils veulent trop réduire au Hamas pour réduire à un truc, c'est des islamistes barbares, dangereux qui ont fait ça. Sans voir, mais comment ça se fait que plusieurs organisations palestiniennes ont participé à ça? Et de remettre aussi sur le temps long. Tu vois, c'est trop facile, ils ont oublié la Palestine pendant 20 ans, ils ont interviewé tous les sionistes de gauche, même après, ils ont encore donné des tribunes aux sionistes de gauche, ils sont en mode, ah non, mais quand même, c'est pas ouf ce qu'ils ont fait.
après. Hein. De la guerre génocidaire d'Israël en riposte aux attaques du Hamas. Donc, La guerre génocidaire en riposte aux attaques du Hamas. J'avais pas entendu les gens. La guerre génocidaire en riposte. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas des logiques de nettoyage ethnique et tout, non. Non, en fait, ils n'y avaient jamais pensé à ça, Israël. C'est vraiment les attaques de Hamas qui a amené cette riposte. C'est une riposte, hein, les gens. C'est une riposte. Non, mais c'est une folie. C'est une folie. Voilà. Edwy Plenel, c'est ça qui m'énerve chez lui. Il englobe tout ça dans une prose émancipatrice, mais il a tout de suite dans cette logique de non, mais c'est une riposte, quoi. Il y a toujours une relativisation de ce qui se passe. je suis de ceux qui pensent qu'elle comportait dans leur mode d'action une dimension de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Non pas l'illégitimité d'une attaque contre l'occupant, mais le fait de ne pas prendre... Mais en fait, c'est trop facile de venir en disant ouais, mais ils auraient pu le faire différemment. Mais en fait, vous avez été où pendant 20 ans, en fait là. Je veux dire, Plenel, pour parler de la Palestine, ça a toujours été non, mais ils peuvent vivre côte à côte. Non, mais le Israël, quand même, ça a le droit d'exister. Non, mais ça a été toujours c'est vraiment la Palestine à travers les droits humains, l'humanitaire. Genre, ah non, mais quand même, les Palestiniens, il faut faire un petit peu attention à eux. C'est trop facile. C'est vraiment le ni. C'est ni Israël, ni Hamas. Et bon, un peu plus Israël que le Hamas. Voilà. Hein. Et c'est vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est que l'aspect humanitaire et on abandonne Israël et on donne vraiment plus la parole aux sionistes de gauche qui vont dire quand même Israël, c'est une terre légitime, blablabli, blablabla. Hein. Que des cibles militaires. Il était du côté de l'emprisonnement de Georges Ibrahim Abdallah. Oui, mais même à l'époque, voilà, bref. Que des cibles de l'armée israélienne, mais de s'attaquer à des civils, de les tuer et de les enlever, est qualifié, et c'est juridique, et on ne peut pas considérer que ça vaut pour nos adversaires, et ça ne vaudrait pas pour ceux du camp dont on soutient les droits de principe, les droits du peuple palestinien. Et donc je parlais de l'Afrique du Sud. L'ANC a porté ce débat, y compris en son sein. Elle a mené des actions violentes contre l'apartheid. C'est un crime, l'apartheid effroyable, la séparation, le racisme. Mais pour l'ANC aussi, à l'époque, on l'accusait de viser des civils. Faut arrêter de faire croire qu'il n'y avait pas du tout cette accusation. Mandela était en prison. C'était aussi un discours à l'époque. Hein. C'était aussi un discours à l'époque. Racisme institutionnalisé. Tu as vu, une cour de cassation a annulé le jugement de libération de Georges Ibrahim Abdallah et ils vont faire quoi? Ils vont essayer de le récupérer au Liban? Ils comptent faire quoi? C'est bon, laissez-le. Dans le cadre de cette résistance violente de l'ANC, il y a eu parfois des actions qui ont tué des civils. L'ANC a fait une autocritique sur ces actions. Ça a été, c'est une question qui se pose depuis des années et des années au sein des organisations palestiniennes. Hein. Faut arrêter d'avoir comme seule référence l'ANC et l'Afrique du Sud, parce qu'on peut pas avoir les Arabes. Je veux dire, pourquoi tu ne cites pas les Palestiniens eux-mêmes? Je veux dire, c'est une folie. C'est une folie. Non. Les islamistes, ils peuvent pas, c'est des Arabes islamistes. Les Palestiniens ont eu plein de discours, ont eu plein de débats internes au sein du FPLP, au sein de même le djihad islamique aujourd'hui et tout. Il y a des débats sur l'usage de la violence, quand user de la violence, quelles sont les cibles stratégiques à avoir. Il y a aussi les moyens matériels à avoir, tu vois, comment... parce que moi, il y a aussi le truc de... c'est très facile, en fait, de dire, ouais, les Palestiniens auraient dû cibler des cibles militaires. Non, mais tu crois que ça se fait comme ça, en fait? Ça, ils sont... Edwy Plenel, il est dans son salon à Mediapart, il est comme ça, tranquillement, il fait, ouais, bon, on aurait dû cibler des cibles militaires. Genre, ils n'y avaient pas pensé aussi. C'est des teubés. C'est des teubés. Non, bah oui, mais oui, merde. Bah oui. Mais en fait, ils auraient dû même viser des cibles plus importantes. Enfin, c'est vraiment... Oui, en plus, non, mais bref. C'est vraiment le journaliste chez lui à Paris en mode... Eh ben, c'est sauvage au lieu de cibler les militaires. Ah, mais ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule. Putain. Et Israël... D'ailleurs, moi, c'est de mettre en parallèle, tu vois. Imaginons même que... partons du principe que le Hamas n'a visé que des cibles civiles. Partons de ce principe-là. Même en partant de ce principe-là, le Hamas a toujours fait beaucoup moins de victimes qu'Israël. Voilà. C'est factuel, là, ce que je vous dis. Même si le Hamas n'avait visé que des cibles civiles, ils sont toujours 10 fois moins de victimes, même plus, 50 fois moins, voire 100 fois moins de victimes civiles qu'Israël. Donc on peut arrêter peut-être de centrer sur le Hamas, hein? Voilà, petite question. Hein. Quand il y a eu l'instance de réconciliation, de vérité et réconciliation autour de Mandela et de Desmond Tutu, ces questions-là ont été dépliées. Pas seulement les crimes des forces de l'apartheid, mais les crimes illégitimes que pouvait avoir commis une résistance légitime. Attends, mais on n'en est pas là quand même. Attendez. Là, il y a encore le génocide en cours, hein, parce qu'on a fait croire qu'il y avait l'appel, cessez les feux et tout. Le génocide
est encore en cours. Il y a toujours la colonisation de la Palestine. La Palestine, elle est menacée de disparaître, hein. Surtout avec le bombardement iranien. L'idée, c'est aussi de couper les actes de résistance entre l'Iran, la Syrie qu'il y avait, la Palestine et tout. Donc là, il y a vraiment le Liban aussi, le Liban et tout. Il y a vraiment une menace claire, plausible de la disparition de la Palestine. Là, on est plus dans ce sens-là, avec le soutien des Américains et les Occidentaux qui sont très silencieux. Et il dit, non, mais il faudrait que quand même, pour avoir un discours, il faudrait que les Palestiniens reconnaissent aussi leurs crimes. Voilà. Et là, non, mais c'est une folie. La priorité, là, tu devrais fermer ta gueule et juste parler du scandale du génocide en cours, de l'armement américain, français, de la non-application de sanctions à l'égard d'Israël, et tu fermes ta gueule sur la Palestine, en fait. Voilà. Là, les Occidentaux, vu le comportement des gouvernements occidentaux, vu les agissements de la gauche blanche ces 20-30 dernières années vis-à-vis de la Palestine, la décence, ce serait que tu fermes ta grande gueule et tu ne parles que d'Israël. Tu laisses les Palestiniens tranquilles, tu ne parles que d'Israël. Tu n'as aucune leçon à donner, toi, espèce de gros trou du cul, sur la Palestine, ok? C'est une folie, quoi. Il est quand même là, à dire avec sa petite moustache. Oh, mais il faudrait quand même les Palestiniens pensent à ce qu'ils ont fait. Ferme ta gueule, Plenel, ferme ta gueule. Ah, putain, il me rend fou. En fait, je vous jure que parfois, je préfère les vrais sionistes de droite qui sont en mode, soutien à Israël, que lui qui vient avec son petit ton de petit curé de merde pour l'émancipation. Vraiment, il a les mains propres. Il vient dire aux Palestiniens, oui, bon, vous devriez réfléchir quand même à ce que vous avez fait, hein. C'est pas cool, hein. Nous, on est pour l'émancipation, on peut pas vous soutenir. Ferme ta gueule. Ah, putain. Donc, de son média, là, le petit parisien de merde. Ça veut dire que sur cette question de la violence, si on est du camp de l'émancipation... Ah, voilà. Putain. Moi, je suis du camp de l'émancipation. Je peux quand même pas soutenir n'importe quoi. Je suis pour l'émancipation, hein. Donc, il faudrait que les Israéliens et les Palestiniens, si les Palestiniens veulent que les Israéliens fassent un pas, il faut aussi qu'eux fassent un pas. Ferme ta gueule. Ferme ta grande gueule. Ouais, c'est le camp du bien. Moi, je suis pour l'émancipation, en fait. Donc, je suis désolé, les Palestiniens, mais non. Contre des fascistes, contre des génocidaires, contre des forces oppressives, contre des colonisateurs, etc. Eh bien, on doit avoir une éthique de... Ta gueule. Tu n'es pas dans la position des Palestiniens. Attends, vous vous rendez compte quand même. Edoui Plenel n'est pas en position de faire des leçons aux Palestiniens, en fait. Edoui Plenel, tu as vécu toute ta vie dans Paris, en France, dans une démocratie où tu vivais plutôt bien. Tu as eu une vie confortable de petit journaliste de merde. Tu n'as pas vécu un quart de la souffrance des Palestiniens. Tu n'as aucune leçon à donner. En fait, quand il y a un Palestinien qui a mené des guerres en Israël et tout, en Palestine et tout, qui a été dans des organisations du FPLP et tout, tu t'assois et tu fermes ta gueule, en fait. Tu l'écoutes, tu te tais. Il faut que les Occidentaux comprennent, la gauche blanche comprenne que il y a un moment donné, on doit fermer notre gueule. Et je dis, moi le premier, en fait, je n'ai aucune leçon à donner aux Palestiniens. Edoui Plenel, peut-être que tu aurais vécu le quart de ce qu'ont vécu les Palestiniens. Je n'ose pas imaginer ce que tu serais devenu. C'est trop facile. C'est trop facile d'être là à faire des leçons de morale sur la violence et l'éthique quand on vit confortablement dans nos situations. On n'a pas vécu un dixième des souffrances qu'ils ont vécues. On n'a pas perdu nos frères et sœurs dans des guerres, dans des bombardements. On n'a pas vécu les checkpoints. On n'a pas vécu l'enfermement. On n'a pas vécu l'humiliation. C'est trop facile d'être gentil, doux et de venir et de dire « Oh, faut être gentil, ferme ta gueule, en fait. Tais-toi. Ce petit curé de merde, je le hais. Je hais cette posture-là, là. Ils viennent avec la supériorité morale, ils ont participé à rendre légitime des actions d'Israël et tout, de dire, ah ouais, mais quand même, le droit de se défendre et tout. Non, mais c'est une folie, mais revenez sur terre, en fait. Revenez sur terre. Déjà, avant de parler de la Palestine, parle de ton impérialisme, espèce de connard. Parle de l'OTAN, parle de l'armement français. Reviens sur tes priorités à toi avant de donner des leçons aux Palestiniens. C'est fou. Je vous jure, ça me rend fou. Pour moi, c'est le symptôme de cette gauche blanche pseudo-impérialiste et qui met sur le même plan de faire la leçon à Israël et de faire la leçon aux Palestiniens. Ta gueule, en fait. Je vous jure, ça monte. Je le hais. Il est, pour moi, le symbole de cette gauche blanche, sûre d'elle, les mains bien propres, hein, très bien propres, qui pense être capable de faire la leçon. Mais ta gueule, putain. Ta gueule. Ferme ta gueule. Tu te tais. Tu soutiens les Palestiniens et tu te tais. Il y a un moment donné, faut revenir aux bases. On a une part de responsabilité de ouf. On a les mains méga sales. Regardez ce que font nos armées. Regardez ce que font les organisations dans lesquelles on est. Ce mec, il va soutenir l'armement par l'OTAN et il vient nous donner des leçons. Mais ferme ta gueule, en fait.
Je trouve qu'il y a une hypocrisie et c'est vraiment ce petit côté de donneur de leçons pour l'émancipation qui me rend fou. C'est la gauche blanche depuis 20, 30, 40 ans qui me fait péter des câbles. Et je vous dis, heureusement que j'ai rencontré les théories marxistes, les théories anti-impérialistes vraiment solides. Parce que si j'avais rencontré que cette gauche blanche, sauce PS, sauce Europe Écologie Les Verts et tout, j'aurais pété un câble. Je serais devenu d'extrême droite. Heureusement qu'il y avait des gens conséquents parce que lui, il me rend fou vu l'hypocrisie. C'est vraiment l'hypocrisie occidentale bien pensante en fait. C'est fou. YouTube, petite transition, je vais changer d'habit, je vais même changer de décor parce que je streamerai ensuite chez moi. J'ai pas le temps de finir la vidéo, j'ai vraiment besoin de me calmer parce que Edwy Plenel m'a rendu fou là, vraiment j'ai la haine et je vais passer 10 minutes à insulter sa grand-mère la pute. Donc il faut mieux que j'arrête le stream là et on reprend lundi. On reprend lundi, donc attendez, je refais comme la dernière fois, c'était pas mal. À tout de suite. Et salut, et je suis de retour, je suis chez moi avec un micro qui est d'une moins bonne qualité et dans un décor aussi de moins bonne qualité avec une caméra de moins bonne qualité. En fait, tout est de moins bonne qualité, sauf moi et ma haine de Edwy Plenel. D'ailleurs, entre-temps, j'ai fini le livre de David Gripper. Il n'y a jamais eu d'Occident. Et je dis ça parce que d'un coup, il parle de la violence, en fait. Il parle de l'usage de la violence et de cette morale autour de la violence. Il a des très très bonnes réflexions autour de ça. Et comment ça se fait qu'on peut justifier la violence et tout. Et il dit aussi le problème, et pourquoi je parle de Plenel, il dit en fait le problème aussi quand il y a une agression, c'est pas seulement qu'il y a une agression face à face. C'est pas il y a l'agresseur et l'agressé. Et en fait, ce qui est injuste, c'est que l'agresseur est en train de tabasser l'agressé. Il dit aussi le vrai problème là-dedans, c'est qu'il y a une troisième personne. Et la troisième personne, c'est le spectateur. Et le spectateur, le problème qu'il y a souvent, et là il parle de situations d'harcèlement, mais il dit qu'on peut parler ça sur la politique en général, c'est que le spectateur est en mode « Oh les deux, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre, faites la paix et tout. » Tu vois, vraiment, il met sur le même plan les deux, l'agresseur et l'agressé. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Edwy Plenel et qui me rend fou. C'est que lui, il arrive en sage, il voit la guerre entre... Il voit Israël en train de massacrer les Palestiniens et en mode « Ouais, mais les Palestiniens, bon... » de 7 octobre, et puis bon, est-ce que vraiment vous avez fait les bons choix? C'est insupportable, vraiment, de troisième personne qui est en mode « Ah non, mais moi je suis au-dessus de la mêlée, les deux ont tort. » Allez, va niquer ta mère. Allez, on regarde, on termine les boomers, non mais laisse tomber. On termine l'épisode de Edwy Plenel qui est en train de dire que bon, les Palestiniens, s'ils veulent la paix, parce que je rappelle, la position c'était de dire oui, il faudra de la réconciliation entre eux, il faudra qu'ils discutent. Allez, dégage. Ce sont les moyens qui déterminent les fins. Moi, là, il revient sur la Palestine et pourquoi il est un peu énervé sur la Palestine. Ce sont les moyens qui déterminent les fins, donc les attentats, c'est pas ouf. Il n'y a pas de souci, Moi, il faut toujours qu'ils me disent qu'est-ce qu'auraient dû faire les Palestiniens. Voilà. Moi, ceux qui arrivent et qui, après le 7 octobre, sont en mode les Palestiniens, c'est pas la bonne méthode à faire. En fait, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire les Palestiniens qui n'ont pas fait? En fait, le problème, c'est que le 7 octobre, c'était déjà trop tard. Les Palestiniens ont tout essayé. C'était trop tard. En fait, il faut aussi se rentrer dans la tête que le 7 octobre, c'est pas que les Palestiniens, c'est aussi notre responsabilité à nous. On est coupable du 7 octobre. On est coupable d'avoir laissé cette situation dégénérer, d'avoir laissé les Palestiniens seuls. T'as coupé sur la phrase, je m'en fous. Attendez, d'avoir laissé les Palestiniens seuls, les Palestiniens désespérés, démunis, au point qu'ils en arrivent à faire cette action-là. C'est trop facile parce que c'est pas la bonne méthode. Ils ont tout essayé. Je rappelle qu'il y avait la manif pacifique. Vous vous rappelez de cette manifestation pacifique? C'était en 2019, je crois. La marche vers le mur pour dénoncer le blocus, pour dénoncer le fait d'être traités comme des animaux. C'était une marche pacifique. Ils se sont fait tirer dessus. La marche du retour. Voilà, merci beaucoup. La marche du retour. Ils se sont fait tirer dessus. Il y avait des vidéos, il y avait des retours comme quoi les snipers s'amusaient à viser des jambes, à viser des bras et tout entre eux. Et il n'y a pas eu de contestation plus que ça. Tout le monde en a eu rien à foutre. Donc c'est trop facile d'arriver après et dire « Oh non, mais la fin détermine les moyens ». Quand les Palestiniens ont manifesté pacifiquement, ils se sont fait canarder et il n'y a eu aucune réaction. Et après on arrive et on se demande pourquoi ils ont été aussi désespérés au point de faire le 7 octobre. C'est nous les responsables là-dedans. C'est nous aussi les responsables. On a laissé dégénérer une situation au point où maintenant on a un génocide. Voilà. Et non mais la fin détermine, les moyens déterminent la fin. Hein. Ah allez, c'est bon, c'est trop facile. C'est trop facile d'être papissage là. Ce sont les moyens qui déterminent les fins. On doit avoir une éthique supérieure à celle
de l'oppresseur. Parce que là, il dit que les Palestiniens n'ont pas eu une éthique supérieure à celle des oppresseurs. Mais va niquer ta grand-mère, en fait. C'est bon, va niquer ta grand-mère, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait 80 ans, les Palestiniens, qu'ils ont tout tenté. Ils sont sur tous les terrains, diplomatiques, pacifiques, d'échange, de dialogue. Ça n'a jamais marché. La marche pacifique, ils se sont fait tirer dessus. Ferme ta grande gueule, mais c'est trop facile. Il est là, mais vraiment, c'est Plenel. Il est là, dans son salon, à Paris et tout, devant son journal, à dire oh là, les Palestiniens, ils n'ont pas compris qu'ils devaient avoir une éthique supérieure aux Israéliens. Bon, allez, je vais aller me prendre un petit café là, au bar et tout, tranquille. Mais va niquer ta mère, en fait, va niquer ta mère. Tu es qui, en fait, pour donner des leçons de morale, pour faire des leçons de morale comme ça? Et comme si, en plus, les Palestiniens n'avaient pas tout tenté. Ça me rend fou. Ah non, mais en fait, il faut avoir une éthique supérieure. Ah! Parce que... Vous avez fait sauter une guerre, les résistants, d'accord, mais avez-vous essayé d'être éthiquement supérieur aux nazis? Non, mais non. Là, il est en train de dire que c'est pareil, hein. Ils ont été éthiquement pareils. Et c'est ce qu'a posé, pour ça que je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, Mandela, qu'est-ce qu'il porte? Et Desmond Tutu aussi. Il porte cette idée. Non, mais attends. Mandela, maintenant, il porte cette idée après avoir fait des années de prison et que l'apartheid est abattu. Mais l'ANC, il y avait les mêmes discours à leur égard. Hein. C'était des terroristes sans morale. Hein. Le FLN, c'était pareil. J'ose pas imaginer les gens. Quelle aurait été l'orientation de Mediapart en 58 et en 59? Je n'ose pas imaginer. Parce que c'est trop facile, la Mediapart est en mode non, mais nous, on a soutenu la résistance algérienne et tout. Quelle aurait été l'attitude de Mediapart vis-à-vis du FLN qui a aussi fait des attaques pas cool, hein, qui a fait des trucs que moralement c'est pas ouf, hein. Mais ils auraient dit ah non, mais le FLN et la France c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est exactement pareil, il faut être meilleur qu'eux et tout. Non, mais voilà, c'est trop facile en fait. Merci Tojos. Mais ces gens-là, si tu prends la même attitude, ces gens-là auraient été catastrophiques pendant la guerre d'Algérie. Catastrophiques. Mdela, mais pourquoi il était en prison? Oui, c'est facile de faire des pronos après le match. On ne veut pas seulement libérer son peuple. Le nombre de tribunes de Camus qu'il aurait publié, mais tellement Léo, mais tellement, mais oui, Camus aurait été le personnage parfait pour eux. Lui, c'est la voix de la raison, lui. Est-ce que les Algériens doivent être éthiquement supérieurs? Et d'ailleurs, pourquoi le dominé doit être éthiquement supérieur en fait? C'est quoi cette demande irrationnelle, dingue, de demander au dominé, alors qu'il est en train de se faire massacrer, d'être éthiquement supérieur? Non, mais dans l'idéal, pourquoi pas? Mais en plus, j'ai envie de dire, tout le monde doit être éthiquement supérieur. Mais genre, c'est un devoir à lui. Non, bah non. Déjà, il essaie. Déjà, en fait, le dominé, le Palestinien, avant d'être éthiquement supérieur, il essaye déjà de survivre. Tu vois, il y a le Palestinien sous les bombes et il y a Plenel, il fait en mode bon. T'as pensé être éthiquement. Oui, voilà, il faut tendre l'autre joue. Ouais. On ne veut pas, et ça c'est évidemment l'affiliation avec Frantz Fanon et dans les damnés de la terre, c'est-à-dire que on ne veut pas seulement libérer son peuple de l'oppression, on veut aussi libérer. Non mais attends. Il était où le Frantz Fanon, frère? Non mais attends, tu peux pas prendre... En plus, les textes sur la violence et tout de Frantz Fanon, comment la violence libère et tout. Parce que Frantz Fanon, je veux dire, contrairement à lui, il a tout un texte sur la violence, comment... mais surtout, il comprend aussi comment la violence peut être démesurée vu l'oppression subie en fait. Il comprend comment, il n'est pas en train de soutenir des massacres et tout, mais il les remet, il les replace dans le contexte de la colonisation. Et Frantz Fanon, il a été d'une manière extrême du côté de la libération, du côté de l'anticolonialisme. Il n'est pas comme toi, Plenel, à mettre sur le même plan le colonisé et le colonisateur. Il parle bien de deux mondes différents qui s'affrontent. Et je rappelle, Fanon, il dit quand même un truc de le colonisé ne peut arriver que du cadavre en putréfaction du colonisateur. C'est qu'à partir de la fin du colonisé, de la fin du colonisateur, que le colonisé peut devenir un homme. Est-ce que tu te rends compte les implications? Vraiment, tu cites Frantz Fanon et Edwy Plenel. Est-ce que tu te rends compte des implications qu'il y aurait sur la situation palestinienne, ces propos? Ce serait seulement à la fin d'Israël, à la fin de la colonisation, que dans cette logique-là de Frantz Fanon, les Palestiniens pourraient vivre. Et d'ailleurs, on est en train de voir que là, on est en train de faire la fin de la Palestine. On est en train de massacrer les Palestiniens. Mais ne cite pas Frantz Fanon pour avoir des positions comme ça en mode mettre sur le même plan les deux. Frantz Fanon, je veux dire, les gens, je pense que Frantz Fanon aujourd'hui, s'il a ses positions, il est en prison. Il est en prison. Voilà, tout simplement, il est en prison. Voilà. S'il écrit ce qu'il a écrit dans Les Damnés de la Terre, et même Jean-Paul Sartre, hein. Jean-Paul Sartre,
C'est ahurissant, hein. C'est ahurissant. On veut aussi libérer l'oppresseur, dans lequel il y a un peuple oppresseur, de l'oppression qui l'aliène. Oui. Non, mais attendez, vous vous rendez compte qu'il prend Frantz Fanon pour dire ah non, mais tu sais, il a une vision très bisounours en mode ah non, mais Frantz Fanon, il veut libérer aussi le colonisateur. Ouais, mais attends, libérer le colonisateur, c'est qu'il n'y a plus de colonies. Voilà. C'est qu'il n'y a plus de colonies en fait. La libération du colonisateur, c'est on finit avec le statut de colonie. Et ça veut dire quoi, finir avec le statut de colonie en Israël ? Ça va loin. Est-ce que Israël, déjà, est un État qui colonise, mais est-ce qu'elle n'est pas une colonie en elle-même ? Mais lui, il a vraiment eu genre... non, mais Frantz Fanon, il veut libérer le colonisateur. Oui, en mode, vous n'êtes plus colonisateur, c'est terminé. Hein. Lui, l'esclave et le maître, il croit que le maître va le libérer sans que l'esclave ne soit plus un esclave et le maître ne soit plus un maître. C'est qu'il n'y a plus de maître et d'esclave, en fait. La libération du maître. C'est pas genre, oh, le pauvre petit maître, faut comprendre sa souffrance lui aussi. Ah non, mais... Et donc, on parle aussi au peuple oppresseur. Oui, mais Fanon dit qu'il faut libérer. Il dit alors. Oui, mais Fanon, il dit qu'il faut le libérer, quitte à le libérer de force son statut de colonisateur. Oui, oui, voilà, oui. On n'est pas des exterminateurs, on n'est pas des destructeurs. Et donc, cette question de l'éthique de la violence, ces débats ont traversé la résistance aussi. Oui, bien sûr. Ces débats ont traversé, encore une fois, vous les trouvez même de manière poétique dans les feuillets d'Hypnos. René Char, le grand poète, a été Je connais pas ça, mais je m'en bats les couilles. Un immense résistant. Et comme toute résistance, c'est des moments durs où il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de justice. Mais parfois, pour se faire respecter, il faut exécuter des traîtres. Mais pourquoi, du coup, il ne fait pas de leçon de morale à Israël ? Ah, mais... Si, en fait, la manière de s'en sortir, c'est qu'ils vont inviter des sionistes de gauche qui vont dire « Ah non, mais le problème en Israël, c'est qu'il y a l'extrême droite israélienne. » La seule leçon qu'il fait à Israël, c'est « Oh, l'extrême droite. » On peut avoir une gauche israélienne ? Non, mais c'est possible, il y a une gauche israélienne. La gauche israélienne qui a aussi participé à la colonisation. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. La gauche israélienne a aussi été coloniale. Et d'ailleurs, il y a un immense consensus en Israël vis-à-vis de la question palestinienne et de la guerre. Hein. En fait, il faut arrêter avec ce délire sur la gauche israélienne. C'est terminé. Sans jugement. Il faut vivre avec ça. Et quand on lit les feuillets d'Hypnos de René Char, on voit ça. Et il dit par moments qu'il déteste l'homme claquemuré que cette obligation a fait de lui. D'où le fait qu'une fois la victoire obtenue, René Char a été capable de se retourner contre son vilain. Mais ça, c'est vraiment la gauche qui veut pas se laver les mains. Qui veut pas se laver les mains. C'est la gauche qui veut pas avoir les mains sales. Vraiment, c'est la gauche en mode non, mais en fait, on peut régler tout ça autour d'un discours, autour d'un dialogue, en étant qui veut pas se laver les mains, qui veut pas avoir les mains sales. C'est vraiment la gauche. Non, je suis propre, je suis parfaite, je suis indétrônable. Non, mais moi, je suis contre la violence tout court en fait. Nous, on est supérieurement, on est éthique, on est supérieurement éthique. Mais c'est très facile d'être très éthique, très sage, très non violent quand tu ne subis pas la violence. Dites-moi, quelle est la violence qu'a subie dans sa vie Edwy Plenel ? Un homme blanc, bourgeois, journaliste toute sa vie, quelles sont les situations de violence qu'il a subies ? C'est normal, frère, que tu es non-violent, tu n'as pas subi de situation de violence, tu n'as pas subi d'oppression de fou, ta vie a été un long fleuve tranquille. C'est facile, dans une situation aussi confortable, d'être là en mode « Oula, mais vous avez pensé à réfléchir, à être sage, à discuter ?» Alors, je ne permets pas de dire ça, il y a eu de la bretonophobie, c'est-à-dire la gauche qui se croit moralement au-dessus, les discours... J'ai pas votre blague là sur les Bretons. Il est Breton, Plenel, c'est ça ? Où les convertis de la dernière heure s'en prenaient à celle qu'il avait... J'imagine pas l'avis qu'il a sur la jeune garde et les antifas en général. Ah ben, les gens, on rappelle qu'il a fait ce propos hallucinant de le hashtag, c'est à cause des antifas et c'est ce qui a amené une radicalisation des nazis. Je rappelle, il a fait ça chez Backseat. Protégés et à d'autres. Salut Soso. Et régler des comptes au sein de la résistance. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est que je crois que s'il y a une leçon de tous les chagrins du XXe siècle... Blague, en gros, il ne pouvait pas s'appeler Edwy quand il était gosse. Waouh. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est que je crois que s'il y a une leçon de tous les chagrins du XXe siècle, non seulement ceux du stalinisme, mais ceux des indépendances. Moi, j'ai grandi, ma jeunesse, je suis en Algérie après l'indépendance, les indépendances confisquées.
L'Algérie sait aujourd'hui que dans la brutalisation de la guerre d'indépendance, eh bien, après la bataille d'Alger, ce sont ses camarades de lutte qui ont assassiné Aban Ramdan, le théoricien de la charte de la Soumam. Donc une déchirure terrible au sein même, c'était le meilleur ami de Frantz Fanon, au sein... Ah bah oui, c'est très 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 violent, des luttes décoloniales, des luttes d'indépendance, des luttes... Mais comment ça se fait que c'est très très violent? D'ailleurs, encore une fois, je n'ose pas imaginer Mediapart si ça existait à l'époque, mais comment ça se fait que c'est extrêmement violent, les luttes d'indépendance? On rappelle, mais c'est pas Mandela qui disait que c'est l'oppresseur qui fixe le niveau de violence? Voilà. En fait, il faut toujours avoir cette ligne-là, parce que lui, il met en parallèle en mode « Oh, les dominés, ils ont été violents et tout ». C'est l'oppresseur qui fixe le niveau de violence. Les luttes d'indépendance sont extrêmement violentes en raison de l'oppression subie, et que l'oppresseur ne veut pas lâcher sa domination, et que tu es obligé d'aller aussi loin. À l'aise, Braise. Même du FN. Mais c'est Mandela, non, qui dit ça, ou je me trompe? T'as qu'à voir la lutte contre les gilets jaunes. Et donc, ces questions-là, vos générations tout entières. Et le journaliste, il veut pas un petit peu le piquer, il veut pas un peu le contredire, il veut pas un peu lui dire oui, mais quand même le FLN a aussi fait des attentats, quelle aurait été l'attitude de Mediapart à l'époque, voilà. Doivent les porter. Nous sommes tous les chagrins des gauches, tous les chagrins oui, mais Mandela disait à l'aise, Braise. Des indépendances, tous les chagrins des socialismes réels viennent de ces pouvoirs qui... Non, en fait, c'est pas qu'il est fan. Je vais vous dire le vrai problème de ces interviews. C'est que Edoui Plenel, c'est une énorme figure. C'est une grande figure de la gauche. C'est très difficile de l'avoir. Et une fois qu'il a vu qu'il pouvait avoir Edoui Plenel, il est tellement reconnaissant qu'il n'ose pas le critiquer. Et je comprends tout à fait. En vrai, je comprends. C'est très difficile. Les gens, c'est très difficile de critiquer quelqu'un face à face. Après, je pense que tu aurais pu avoir des questions pour le mettre. Tu peux avoir des questions pour le mettre mal ou pour comment dire, le challenger un petit peu sans être dans la confrontation. Mais voilà, t'as un jeune, t'as Edoui Plenel devant toi, t'es en mode oula. Et Edoui Plenel, doivent les porter. Nous sommes tous les chagrins des gauches, tous les chagrins des indépendances, tous les chagrins des socialismes réels viennent de ces pouvoirs qui, au bout d'un moment, ont fait de l'absolu de la fin la justification de tous les moyens. Eh bien non, nous sommes dans le camp de l'émancipation, dans l'idée que... Oh là là, mais c'est trop facile, c'est trop facile, ça me rend fou. Non, nous, les moyens, nous, c'est que la paix et les bisous et tout, voilà. Jamais la fin ne justifie tous les moyens, ce sont les moyens qui déterminent les fins. Une fois... Et donc, voilà, lui, Edoui Plenel, il est en Palestine, il subit le génocide, il est en mode, non, je refuserai de rentrer en guerre, on va discuter en fait. On va discuter, ramenez-moi Netanyahou, je vais lui faire comprendre à force de bisous et de gentillesse que là, c'est stop en fait. C'est stop. Oui, il est hors sol de ouf, mais c'est facile d'être hors sol de sa position. Il n'est engagé dans rien. Il est en France, il veut dire, les gens, il vit dans l'une des plus grandes puissances impérialistes. C'est tranquille, tout va bien. C'est un journaliste, il a eu une petite vie de petit bourgeois et tout tranquille. C'est facile. C'est facile d'être hors sol et d'avoir des trucs. C'est les moyens qui lui permettent l'émancipation. Quelle émancipation il nous a permis ? Pas formuler cette phrase, eh bien, chacun, concrètement, dans un groupe Antifa demain, dans d'autres formes de résistance à des violences des forces de l'ordre, qui peuvent être des forces du désordre, dans... Les forces de l'ordre, qui peuvent être les forces du désordre. Oh, la critique. Oula, ça a lancé. Oula. Et c'est pas les forces de l'ordre, hein, c'est les forces du désordre. Oula, bien envoyé. Après, c'est les forces de l'ordre capitaliste, hein, si ça préserve l'ordre capitaliste. Mais envoyez tweet. Des débats qui peuvent traverser le mouvement. Tout en niquant H24, la plus grande force de gauche de son pays. Oui, non, mais CIA, je suis de plus en plus convaincu. Palestinien, qui est pluraliste et qui est les forces du désordre. Dans des débats qui peuvent traverser le mouvement palestinien, qui est pluraliste et qui ne se ramène pas qu'à une seule ligne, eh bien, ces questions-là sont légitimes. J'ai posé aussi la question parce que ton précédent ouvrage était dédié à la Palestine. Et donc, j'insiste, il y a dans Palestine, notre blessure, je cite au début un texte qui m'est très cher. Dans l'introduction, hein, c'est un recueil de tous les articles que j'ai faits depuis la création de Mediapart sur la question de Palestine, donc depuis 2008, et qui montre que quand même le premier article c'est en 2009, c'est une adresse à Obama, Palestine où se joue la paix du monde. En 2014, c'est une adresse à Obama. Obama, vraiment. Tu peux faire quelque chose. C'est très Plenel, je trouve. Non, mais c'est vraiment une solution social-démocrate. En fait, lui, Plenel, il serait très heureux. Je pense que pour lui, la question de la Palestine, c'est un caillou dans sa chaussure. Et il serait très heureux
il serait très heureux si, en gros, il y avait un État palestinien un peu nul, mais qui serait là, et comme ça, la question serait réglée. En mode, allez, c'est bon, allez, vous avez votre petit État palestinien dans la galère, avec un grand État à côté qui contrôle tout, mais au moins, vraiment, Plenel, si au moins on avait un État symbolique palestinien, c'est bon, et voilà. Allez, terminé, c'est bon. Cassez plus la tête avec cette question, en fait. Voilà, vous l'avez, votre État. À François Hollande, qui est le premier à rompre l'héritage gaulliste et mitterrandiste et à passer à un soutien inconditionnel à la politique israélienne. Ouais, alors que, bon, il aurait fallu un soutien seulement conditionnel à la politique israélienne, ok ? Là, c'est trop, c'est un soutien inconditionnel, c'est trop. À assimiler toute critique du sionisme à de l'antisémitisme. Enfin, tout ça, voilà, chacun peut juger de la cohérence des positions de Mediapart de manière informée. Mais dans l'introduction inédite, je cite un texte qui m'est très cher, de septembre 1967, qui a été porté donc, après la guerre des 6 jours et l'occupation. Donc à l'époque, la Cisjordanie, c'est toujours le cas, Gaza, c'est toujours le cas, mais jusqu'au Sinaï. Donc les territoires occupés, c'est-à-dire le basculement d'Israël au-delà de la Nakba de 48 dans une occupation, et on passe à l'idéologie du Grand Israël, celle qui est en... Voilà. Lui, en fait, je pense vraiment, Plenel, on aurait dû rester sur les frontières de 48. Même les trucs, pour lui, j'ai l'impression que, voilà, c'est le sionisme de gauche, Israël est légitime, et ils n'auraient pas dû aller au-delà des... Oui, c'était pas un État colonial. Non, mais voilà, c'est l'ONU. C'est l'ONU, donc ça va. Et bon, ça veut dire ça fait quand même 70 ans. Même en partant de ce principe-là, 48, ça fait quand même un moment que les Palestiniens souffrent. Mais bon, c'est les moyens. En œuvre de manière terrifiante aujourd'hui. Et là, vous avez des citoyens israéliens d'une organisation de gauche, des voix ultra minoritaires aujourd'hui, d'une organisation de gauche socialiste, internationaliste, le Matzpen. Ils sont 10. C'est leur stratégie pour essayer de nous faire dire que c'est pas... Tu sais, par exemple, tu dis les États-Unis, c'est le grand Satan. On va dire, oui, mais bon, aux États-Unis, il y a une organisation marxiste révolutionnaire. Ok, si tu veux. Oui. Ouais. Reste que Israël est un État colonial. Tu peux bien avoir une gauche en son terme qui est anticoloniale. En fait, il faut aussi rendre ça dans la tête. Un État est colonial, peu importe qu'il y ait une minorité, en plus là c'est vraiment une minorité d'anticoloniaux dans le pays, encore heureux. Mais regardez la France et l'Algérie, t'avais des anticoloniaux, la France restait une puissance coloniale. Et t'avais des Français qui ont pris le parti d'Algérie, la France restait coloniale, voilà. C'est très bien, non mais c'est très bien, j'imagine bien qu'il y a quelques Israéliens qui sont anticoloniaux, mais ils sont 12. Ce qui veut dire la boussole de l'égalité en hébreu. Il reste 3 Black Panthers aux États-Unis, je pense que ça peut le faire, oui. Qui lance un appel dans Haaretz pour demander le retrait d'Israël de tous les territoires occupés. Voilà. Ça, c'est le maximum possible. Voilà. Le parti anticolonial le plus radical en Israël, sa position, c'est retrait des territoires occupés. Ce qui devrait être normal. Les gens, quand même, c'est... vous vous rendez compte? Il s'appelle au retrait des territoires occupés. C'est logique. Ça devrait être la base, en fait. Oui, c'est... C'est extraordinaire, quand même. Ils ont dit arrêt des violences. C'est fou. Et qui disent l'occupation appelle la résistance. Finalement. Là, c'est extrême gauche. Non, mais il est fier. Ça le fait bander, hein. Ça le fait bander, là. Il est en mode, vous vous rendez compte, ils ont appelé au retrait des territoires occupés. C'est révolutionnaire. Les Palestiniens devraient prendre des leçons. La résistance appelle la répression. La répression, face à la répression, il y aura du terrorisme. Il y aura du contre-terrorisme. Les victimes seront d'abord les populations civiles, etc. Et là, il y a une phrase terrible quand on la relit à l'ombre du 7 octobre. Ces citoyens israéliens disent « L'occupation fera de nous des assassins et des assassinés ». Vraiment, il y a une mise. C'est une mise. Et vraiment, en plus, on discute, on a l'impression que ça a été, comment dire, que le plus grave, ce qui s'est passé là depuis des années, c'est le 7 octobre. Je veux dire, les gens, c'est horrible hein, ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais est-ce que objectivement, on peut dire que, bah oui, ok, mais il y a objectivement plus de victimes encore aujourd'hui. Je veux dire, horrible, pas de souci, horrible, affreux, empathie et tout. Mais je veux dire, on parle du génocide là en ce moment là qui est en train de se dérouler. Est-ce qu'on peut aller là-dessus? Et vraiment cette mise en parallèle. Eux, il y a un génocide, ils sont quand même en mode non mais il faut comprendre la position des génocidaires, il faut un dialogue entre les deux parce que eux aussi ils vivent mal leur situation, les génocidaires. C'est dur hein, mentalement d'être génocidaire. Ah,
Il faut réfléchir. Ce texte qui est l'honneur, cette organisation avait parmi ses... C'est du Golda Meir. Le pire, c'est qu'ils nous forcent à leur faire. Oui. Oui. Le pire, c'est ceux qu'ils nous forcent à leur faire. Pardon, petite pierre du peuple. Militant, quelqu'un qui est un vieux camarade, qui vit toujours à Jérusalem, Michel Warszawski, dit Mikado. Vous vous rendez compte, la colonisation, elle nous oblige à tuer des gens et en retour, on va se faire tuer en fait. Vous vous rendez compte quand même, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Et d'ailleurs, ça, c'est la position de Tzedek depuis des années, de dire non, mais le discours sioniste d'Israël est une terre de sécurité, c'est faux. Les Juifs ne sont pas en sécurité en Israël. Et mais, que nous dit Tzedek? Ils vont plus loin. Ils disent pas seulement les Juifs ne sont pas en sécurité avec Israël, ils disent les Juifs ne seront en sécurité sur ce territoire qu'avec la fin de la colonisation. Le seul moyen pour les Juifs de vivre en paix, en sécurité sur ce territoire-là, et là, c'est pas genre les Juifs doivent partir. Non, pour qu'ils puissent vivre en paix et en sécurité sur ce territoire, c'est la fin de la colonisation. C'est la seule issue. C'est la seule. Dont la femme défend toutes les causes perdues des Palestiniens arrêtés, Léa Semel. Ce sont des très très belles personnes qui pensent à contre-courant, y compris de leur société. Mais c'est important de citer ça. Leila Chaïd, qui était une très bonne amie, à laquelle j'ai rendu hommage sur Mediapart en disant combien elle incarnait toute l'humanité de la Palestine, c'est-à-dire pas une cause identitaire, une cause universelle. Mais ferme ta gueule, mais... il soutient pas les Palestiniens identitaires. Non, mais je veux dire, je comprendrais totalement la dérive identitaire en Palestine. Moi, encore une fois, ce que je trouve extraordinaire, c'est à quel point les Palestiniens ne tombent pas dans des logiques fascistes, alors même que, je parle de la majorité des Palestiniens, alors même que, putain, mais je veux dire, regardez l'Occident, comment il tombe dans le fascisme aussi facilement, et quand on voit les populations du Sud, vu les oppressions qu'ils subissent, comment ils se retiennent de ça. Je veux dire, c'est hallucinant. Il y aurait de quoi. Mais oui, la cause de l'égalité. Leila Chaïd faisait toujours attention à citer ces personnes-là, même si, évidemment, elle ne représentait pas ce qu'est la politique israélienne, qui est celle d'un... En fait, ce qui importe le plus pour Plenel, c'est plus l'image d'Israël dans le monde que le sort du peuple palestinien. Exactement, Unikov. Exactement. Il essaie davantage de dire, non, mais quand même, il y a des bons Israéliens, il y a une bonne gauche, il y a quelque chose de possible avec eux. Mais dire, la priorité, c'est le génocide. Hein. On n'a pas parlé encore... Je veux dire... il a dit une fois le terme génocide et on n'a plus parlé de ce qui est en train de se passer. L'État fascisé aujourd'hui avec des forces racistes, des forces suprémacistes, exterminatrices, nous le savons. Mais c'est toujours important de montrer, comme c'était important pour la cause indépendantiste algérienne, de montrer qu'il y avait des porteurs de valises, qu'il y avait les... Mais pourquoi c'est important? Mais je veux dire, pourquoi c'est aussi important? La colonisation, je veux dire, Fanon n'a pas centré tout son discours sur les porteurs de valises. Mais tout le monde sait qu'il y a des Israéliens qui soutiennent la Palestine, mais ils sont une minorité. Et c'est pas l'important. Là, l'important, c'est la cause des Palestiniens. L'important pendant la guerre d'Algérie, c'était pas de centrer sur les porteurs de valises. Quand même, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Genre, non, c'est important de dire qu'il y a des porteurs de valises. Ce qui est important, c'est la lutte d'indépendance algérienne. Et on doit se fondre dans cette lutte d'indépendance. On doit arrêter de dire « Oh non, mais nous, on est gentils, hein, on est gentils. » Édition François Masson. Oui, c'est sa bonne conscience. Ouais, c'est pour donner une bonne conscience. Non, mais... Perrault, qui avec ça, de montrer que dans le combat de l'émancipation, on ne fait pas comme l'adversaire. On ne va pas essentialiser l'autre. Alors, simple, je te réponds tout simplement. Les Palestiniens ne font pas comme les Israéliens. Voilà, c'est réglé. Les Palestiniens, déjà, ne font pas comme les Israéliens. Les Palestiniens ne sont pas en train de commettre un génocide. Voilà. Donc, ils sont déjà supérieurement éthiques. Qu'est-ce que t'es là à dire « Oh non, faut qu'on soit... » C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Non, mais c'est une folie. On ne va pas le ramener à une identité unique. Il est en mouvement. Et l'on pense à cette utopie que nous-mêmes, on va le mettre en mouvement. Et c'est le « je meurs sans haine ». Ouais, non, mais c'est trop facile. Et en fait, ce qui m'énerve là-dedans, c'est cette position de « Ah non, mais il faudrait que... » Tu sais, il a la question de... Ouais, mais il faut faire attention. Parce que il faut que... c'est nos moyens qui amènent à la fin. Tu vois, il faut qu'on soit éthiquement supérieur. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Il est pratiquement impossible qu'une lutte d'indépendance, une lutte révolutionnaire, avec tout ce que ça implique, avec le degré de répression, le degré de violence, le degré de paranoïa que tu as, il n'y a pas de révolution pure. Revenir à Lénine. Il n'y a pas, il n'existera pas
de révolution pure. C'est dramatique, c'est triste, c'est horrible. Il va y avoir des injustices, il va y avoir des choses qui sont condamnables et tout. Ça ne peut pas exister. Il ne peut exister, vu le degré de violence, vu ce que ça implique, vu le degré de guerre, vu le degré de paranoïa que tu as là-dedans, il n'y a pas de révolution pure. Et tu ne peux pas être éthiquement pur. Et donc, moi, ce qui m'énerve là-dedans, allez voir Lénine, hein, et donc, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que cette position de Edwy Plenel en mode, oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les moyens, est une position qui favorise l'impérialisme. Parce que ça implique l'idée de, je ne soutiens une lutte d'indépendance ou une lutte révolutionnaire que si elle est éthiquement pure. Ça n'existe pas. Et donc, t'es très facile comme ça, en mode, non, mais je voudrais bien soutenir les Palestiniens. Moi, j'aime pas les oppresseurs et tout, mais... Désolé là, c'est pas, je peux pas cautionner ça. Allez, je vais aller me taper une bonne entrecôte là. Assez de militantisme pour aujourd'hui, assez de journalisme. Non, tant que c'est pas, ce n'est pas. Excusez-moi, mais vous ne luttez pas de manière éthique. C'est moi qui donne les bons points et les mauvais points. Vous n'êtes pas, votre révolution n'est pas pure. Allez, c'est trop facile et ça sert à l'impérialisme. On s'en bat les couilles. Ils peuvent continuer à opprimer, ils peuvent continuer à massacrer, ils peuvent continuer à tuer, à exploiter. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est pour ça que cette gauche morale est pro-impérialiste sans le dire indirectement. Bah oui. Pour le peuple allemand du fameux poème sur l'affiche rouge. Mais c'est très important ça. C'est très important et moi je suis l'héritier dans mon histoire personnelle de ce souci moral. Et donc vous comprenez mieux pourquoi il a participé à l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Ouais, bah oui. Les gens, mais d'ailleurs, la lutte d'indépendance algérienne, elle n'était pas pure. Hein. Les gens, il y a eu des massacres. Hein. Il y a eu des guerres internes. Hein. Il y a eu des choses injustes. Il y a eu des choses, des Algériens ont subi des choses injustes de la part d'autres Algériens. Il y a eu des Français qui ont été tués de manière injustifiée. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais on rappelle, c'est pour ça que Mandela disait, c'est l'oppresseur qui fixe le niveau de violence. C'est parce qu'il y a une oppression que ça amène à cette catastrophe. Et la responsabilité ne doit pas peser sur l'oppressé. Ah, c'est pas qu'une vanne. Ça m'a valu des débats avec, et je le comprends, dans la tension post-7 octobre. Oui. Mon premier article, après laisser faire tout le travail de documentation, oui. Car notre premier rôle est d'informer, de raconter, j'ai fait... oui, parce qu'ils sont objectifs. Je veux dire, ils sont pas, il y a aucune orientation idéologique, ils sont objectifs. Leur rôle, c'est juste d'informer. Un article, Israël-Palestine, la question morale, par rapport... Oh là là, mais je l'ai pas lu cet article, je ne connaissais pas l'existence de cet article, mais juste le titre, Israël-Palestine, la question morale. Bon, à tenir tous les bouts, à la fois l'illégitimité du colonialisme, évidemment, de l'occupation, de la politique israélienne, et la discussion sur quelle forme et quels moyens de résistance. Mais ferme ta gueule, voilà, ferme ta gueule, tais-toi, tu n'as rien à dire. Le gars il arrive et il dit non mais moi je suis neutre et objectif hein. J'ai autant des critiques à faire à Israël qu'à la Palestine. Ta gueule, ferme-la, tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Tu as les mains sales. En fait, Edwy Plenel croit qu'il a les mains propres. Tu as les mains sales. Tu as les mains crades. Tu vis dans un pays impérialiste qui participe au massacre des Palestiniens. Ton éthique devrait t'amener à surtout critiquer Israël et à soutenir les Palestiniens sans ouvrir ta petite gueule en fait. Je ouvre ta gueule pour parler de l'impérialisme français. Voilà, c'est le seul moment où tu as ouvrir ta gueule. On a les mains sales et nous la nausée. Pas mal. Répondre justement à la calomnie CIA, ça sert à rien. Mais non, quoi ? Attends, mais quoi ? Je voulais te poser la question pour répondre justement à la calomnie CIA, ça sert à rien. Non, si, on veut la réponse. On veut que Edwy Plenel nous dise. Est-ce qu'il va mentir ou pas ? Est-ce qu'il est CIA ou pas CIA ? Bien sûr, c'était la question à poser. Il y a Plenel qui s'assoit, t'es en face de lui, tu dis CIA ou pas CIA ? Première question. Et tu mets un détecteur de mensonges pour qu'il soit bien dans la merde. Non, on veut la réponse. Mais on parle du fait que la ligne d'Edwy Plenel à l'international serait atlantiste. Serait. C'est du conditionnel. Il semblerait que, selon les informations que j'ai rassemblées par-ci par-là et les calomnies que j'ai entendues, il semblerait que votre ligne soit peut-être, potentiellement, atlantiste. Et ça, c'est ça, je pense, l'origine de ce que je comprends de la critique faite à la gauche radicale. Et ensuite, j'aurais une question avant de passer à la partie... D'accord, c'est pour ça qu'il parle d'anticampisme. Je me disais, pourquoi quand on parle de Mélenchon, il parle d'anticampisme ? On avait raté la question sur... est-ce que vous êtes atlantiste ? Plus légère de fin, sur l'autre critique souvent faite, c'est la sévérité envers Jean-Luc Mélenchon. Oui. Non, c'est n'importe quoi. C'est que moi, je suis anticampiste, c'est ça mon histoire.
Oui, par anticampisme, il va soutenir. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur l'impérialisme si vous l'avez pas vue, mais c'est une position très confortable. T'es d'abord anticampiste avant d'être anti-impérialiste de la France. Et c'est ça le paradoxe. Enfin, le paradoxe pour moi, c'est pas un paradoxe, c'est que ça rentre en droite ligne de leur idéologie. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah non, mais c'est pas que je suis atlantiste, c'est que je suis anticampiste. Donc je refuse qu'on soutienne des puissances comme la Chine ou comme la Russie ou comme l'Iran ou comme je ne sais quoi pour s'opposer à l'impérialisme occidental. Sauf qu'en réalité. Et donc, ils passent plus de temps à critiquer les anticampistes qui seraient pro-chinois, pro-Iran et tout, parce que c'est pas bien d'être pro-chinois ou pro-Iran, qu'à critiquer l'impérialisme français. Mais pourquoi? Mais parce que ça les arrange. Ça les arrange de centrer sur la question de oh, l'Iran, ils sont méchants, oh, la Chine, ils sont méchants, oh, la Russie, ils sont méchants, que sur les actions des États-Unis, de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, bref, de l'Occident, ou du Japon même, mais même de l'Occident. Et pourquoi? Parce que ils sont, je veux dire, Plenel, je suis persuadé qu'au fond de lui, ce qui se dit, c'est que ok, la France est impérialiste, mais il faut quand même mieux un pays, un monde sous domination impérialiste occidentale que sous domination impérialiste chinoise ou russe. C'est ça sa vraie pensée. C'est qu'il se dit que l'impérialisme occidental, il est pas fou, mais il est quand même mieux que les autres impérialismes. C'est un impérialisme démocratique. C'est un impérialisme des droits de l'homme. C'est un impérialisme de la rationalité. Voilà, c'est ça. Alors que la Russie... C'est la dictature. Nous, au moins, on a la démocratie, nous, dans cet impérialisme. C'est-à-dire, il y a deux campismes. Il y a un campisme atlantiste, qui ne voit qu'un camp du bien, qui serait du côté... Il n'a pas dit qu'il n'est pas atlantiste. Il a dit qu'il n'est pas campiste atlantiste. Attention, c'est différent. C'est-à-dire qu'un campiste atlantiste, il est incapable de critiquer l'atlantisme. Lui, il est capable de critiquer l'atlantisme tout en étant atlantiste. Pour moi, il est atlantiste, c'est tout. Mais il n'est pas un campiste atlantiste. Il arrive parfois à se dire ah non, ça c'est pas cool. Et de l'Occident. Oui, il choisit un impérialisme. Franchement, il pourrait tenir cette ligne, mais qu'il soit franc, oui. Dont les États-Unis, l'Europe, qui ne voit qu'un camp du bien, qui serait du côté de l'Occident, dont les États-Unis, l'Europe et sa projection via la puissance américaine. Oui. C'est celui qui ferme les yeux sur tous les dégâts que font ces impérialismes. Non seulement je ne suis pas de ce campisme-là, mais il faut rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent que quand je dirigeais la rédaction du Monde, arrivent les attentats de 2001, arrive la guerre, la volonté de guerre américaine en Irak. Oui. Je rappelle qu'à cette époque, des grands quotidiens dits de référence, le New York Times et le Washington Post, des médias... Cette accusation de campisme, c'est n'importe quoi. On va lire, mardi, les gens, on lira... Ah non, on est lundi, donc merde, je verrai si je me lève demain. Mais j'aimerais bien lire l'article de Frustration qui nous accuse un peu d'être campiste pour qu'on revienne sur l'accusation de campisme. Mais là, j'ose espérer que Edwy Plenel va pas nous dire « Attendez, moi j'étais contre la guerre en Irak, comment on peut dire que je suis atlantiste ?» Ah, s'il vous plaît. Dites-moi que ça va pas être ça son excuse pour fuir les accusations de l'atlantisme. S'il vous plaît. C'est-à-dire que même Chirac de Villepin, qui sont dans l'impérialisme occidental, n'ont pas soutenu la guerre en Irak. Mais après, eux, ce qu'ils vont s'en sortir, c'est qu'ils ne soutiennent pas l'OTAN. Mais parce que nous, le terme atlantiste, ça ne renvoie pas seulement à l'OTAN, ça renvoie à l'impérialisme occidental en général. C'est-à-dire que la France, pendant longtemps, n'a pas été dans l'OTAN, notamment avec Chirac, à partir de De Gaulle jusqu'à Sarkozy qui a réintégré le service de commandement de l'OTAN, mais ça allait aussi dans la droite ligne des politiques impérialistes occidentales. Ce n'est pas parce que ce n'était pas dans l'OTAN que c'était hors de l'impérialisme occidental. Mais lui, ça va être ça son excuse. Ah non, mais j'ai critiqué la guerre en Irak. Oui, encore heureux, quoi. Saxon. Chirac n'a pas fait la guerre en Irak. De Villepin n'a pas fait la guerre en Irak. Ça reste des impérialistes. Qui ont un poids sur le monde, basculent dans le mensonge, basculent, la petite fiole. Attends, quoi? C'est le Washington Post, des médias anglo-saxons qui ont un poids sur le monde, basculent dans le mensonge, basculent, la petite fiole de Colin Powell au Conseil. Là, c'est grave ce qu'elle est en train de dire. Il dit qu'après 2001, les médias basculent dans le mensonge. Mais c'est quoi cette critique médiatique? Mais il y avait déjà des critiques des médias avant le 2001, en fait. Il y avait déjà une manipulation des médias, une truc de propagande pour justifier des guerres. Allez lire notamment le célèbre livre de Noam Chomsky sur la fabrication de l'opinion, qui est un énorme livre qui montre en fait tous les mensonges états-uniens pour justifier des guerres. C'est depuis le Vietnam, c'est même avant. Il y a toujours eu des campagnes de propagande pour justifier la guerre du Golfe et tout. Non mais là, c'est à partir de 2001 que le monde bascule dans le mensonge, que les médias dominants basculent dans le mensonge, mais lui il a résisté. Lui il a dit non. Non.
Louis-Sam, t'as lu la critique de Louisa Youssoui sur toi là? C'est quoi toi là? Je sais pas ce que c'est. de sécurité. Et Le Monde, On n'était pas dans le commandement intégré, mais on était quand même dans l'OTAN. Oui. Merci Adel Daoud de préciser ça. Oui, merci. sous ma direction. Mais je comprends plus, Clément Viktorovitch m'a dit que le mensonge c'est nouveau. Non, c'est 2001. En fait, on pensait que c'était 2017. Non, c'est un peu plus tôt. C'est 2001 que là, tout a basculé dans le mensonge. La petite fiole de Colin C'est Powell au Conseil de sécurité. Et Le Monde, sous ma direction. Après, on va revenir sur des enquêtes de Mediapart. Enfin, de Edwy Plenel, pas Mediapart, ça n'existait pas. Georges Ibrahim Abdallah. Et face au Monde, c'est un grand journal qui avait une histoire avant moi. C'est pas comme on a créé Mediapart. Donc il y avait des courants différents. Comme je dis parfois en rigolant, il y avait un clan des Américains. Et j'ai veillé. C'est pas drôle. Pourquoi tu rigoles, frère? T'arrêtes de lui sucer la bite. C'est mon frère, c'est pas drôle ce qu'il a dit. Genre, il est mort de rire. Donc il y avait des courants différents. Comme je dis parfois en rigolant, il y avait un clan des Américains. Et j'ai veillé au Monde par simple rationalité. Je connaissais l'histoire du monde arabe. Je m'étais engagé sur ces questions. Je savais bien qu'il n'y avait aucun rapport ni idéologique, ni financier, ni religieux Attaque. Non, elle sait pas faire, elle sait pas attaquer, Lulu. entre la dictature terrible de Saddam Hussein et Al-Qaïda et l'idéologie religieuse wahhabiste venue d'Arabie Saoudite, etc. Et donc, à l'époque, sous ma direction, et quelles que soient les autres sensibilités au monde, Le Monde ne tombe pas dans ce piège, et Le Monde va accompagner la position de Jacques Chirac exprimée. Mais, les gens, rappelons quand même que là, il nous fait croire que en France, non mais quand même, là, il est en train de nous faire dire, vous vous rendez compte de ce que j'ai fait? J'ai été contre la guerre en Irak, j'ai pris une position courageuse. Tout le monde, quasiment tout le monde, même Chirac était contre la guerre en Irak. Il n'y a que les atlantistes fous du bus, comme le père à Glucksmann, qui étaient pour la guerre en Irak. Mais il faut arrêter de faire croire que c'était une position ultra courageuse. Ce n'est pas vrai. Chirac l'a pris. Chirac s'est opposé à l'intérieur. Bon, après, en réalité, on a quand même soutenu des choses et tout. Ça, c'est le symbole et tout. Mais oui, genre, vous vous rendez compte de ce que j'ai fait? Voilà. Oui, bah voilà, les BHL et compagnie. Pour moi, les BHL, c'est comme le père à Glucksmann, hein, c'est les fous du bus atlantistes. Par Lionel Jospin, de refus de cette logique de puissance, etc. Donc voilà, je prends cet exemple, mais comme je pourrais prendre tous les autres exemples sur... Bah vas-y, c'est quoi les autres exemples? C'est quoi les autres exemples où tu t'es vraiment opposé frontalement à cet atlantisme? La guerre en Irak, bon, bah voilà, Chirac était contre. Sur les ravages du colonialisme français. J'ai encore préfacé un livre qui va sortir récemment à partir d'une série qu'a fait Mediapart sur un massacre en Kabylie en 1956 par Fab. Non mais sérieux, c'est ça sa défense, on le traite de l'atlantisme, il dit « Oh non mais attendez, j'ai été contre la colonisation d'Algérie. » Oui, ok. Tu es quand même la voix de gauche de l'atlantisme. Tu es la caution de gauche de l'atlantisme à donner des bons points et à justifier. En fait, lui, ce qu'il va dire, vraiment cet atlantisme de gauche, c'est dire « Ah oui, c'est vrai que bon, c'est pas cool l'impérialisme, mais quand même, les gens souffraient là-bas. » Tu vois? Par exemple, l'Iran en mode « Ah oui, mais quand même, les Iraniens. Ouais, non, c'est pas cool, hein. Mais les Iraniens, ils souffrent, non? Et le Venezuela, vous avez vu, il y a quand même des gens qui sont heureux. Parce que je rappelle, l'un des premiers articles de Mediapart sur le Venezuela, c'est de dire scène de liesse des Vénézuéliens. Hein. Collègue documentariste, voilà, donc un orateur. Oh, il a pas dit le nom de la meuf. Oh là là, le sexiste. Oh là là. Il a dit le nom du mec, il a oublié le nom de la meuf. Eh ben bravo le féministe. D'Ours sur Guyane. Enfin, voilà, c'est toute mon histoire. Hein, le livre que j'offre le plus souvent, c'est le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Mais quel rapport? Ok, c'est très bien, t'étais contre le colonialisme de l'an 40. Ok, très bien. Quel rapport avec le fait que t'es un impérialiste? Quel rapport avec les critiques qu'on a actuellement, notamment vis-à-vis de ton attitude vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la France, vis-à-vis d'Israël? Quel est le rapport? Explique-nous. Moi, colonialiste, ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit. Je te signale que j'ai lu Aimé Césaire, en fait. T'oses dire ça? Ah bah, ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit. Hein. Donc, voilà, c'est ne pas me connaître, c'est ne pas me lire, et c'est ne pas lire Mediapart. Mais je suis anti-campiste. Il y a un voilà, mais il n'est pas anti-atlantiste. Il est juste anti-campiste. Hein? Campisme atlantiste. Mais oui, est-ce que je suis raciste? Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Mais je suis anti-campiste. Il y a un campisme atlantiste. Mais certains qui ne voient que l'atlantisme sont un autre campisme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est comme Israël, les gens. C'est comme Israël, c'est exactement la même position, mais c'est très cohérent. En mode non, mais c'est sûr qu'il y a de l'impérialisme français, mais il faut pas oublier les autres. Hein.
Il faut pas oublier les autres. Et on va beaucoup centrer sur les autres. Et pas oublier que bon, ils ont quand même fait du bien. Je pense que c'est ça, Personne se définit comme campiste, bah bien sûr. Mais en plus, ça n'a plus de sens. Je veux dire, campiste dans les années 60, 70, ok, parce que tu crois en l'URSS et tout. Mais aujourd'hui... Mais par exemple, en fait, lui, il croit que... Prenons l'Iran. Il y a une guerre d'agression en Iran. Je veux dire, là, il faut rappeler, allez revoir ma vidéo sur l'impérialisme, l'Iran est agressé. L'Iran est agressé en ce moment. Il y a une guerre d'agression. C'est les États-Unis, Israël sont les agresseurs. Eh ben, je veux dire, les gens, tu ne souhaites pas que l'agressé perde. Il y a une agression, tu ne souhaites pas que l'agressé perde. Eh ben, pour eux, c'est être campiste. Mais non, ce n'est pas être campiste de dire, il y a quelqu'un qui est agressé, je pense qu'il a le droit de se défendre, l'agressé. Ah, c'est campiste, c'est un campiste. Pour eux, il faudrait dire, ah oui, effectivement, c'est pas cool, mais il faut quand même qu'ils perdent. C'est vraiment ça, c'est Plenel. Ah oui, c'est vrai que les Iraniens, c'est pas cool l'attaque des États-Unis, mais bon, je suis quand même du côté des États-Unis, il faut qu'ils gagnent. Non, ça, alors que dire, mais non. Ah non, moi je suis pour que l'agresseur perde. C'est pas normal. L'agresseur ne doit pas gagner. C'est une folie, non? L'agresseur ne doit pas gagner. Ah non, mais tu es pro-iranien. Non, non, je n'aime pas. Voilà, ni chat ni mola. Non, mais je n'aime pas. Je m'en fous, je n'aime pas, mais je ne pense pas que la personne agressée doit perdre en fait. Lui, il confond ne pas être campiste et s'asseoir sur la chaise d'arbitre. Oui, mais sur la chaise d'arbitre en voulant quand même favoriser la victoire d'un camp, quoi. Lui, il serait plus déçu par la victoire des Iraniens que par la victoire des États-Unis. Et donc plus déçu de la victoire de l'agressé que la victoire de l'agresseur. Alors que là, en fait, une position anti-impérialiste, c'est dire, ah non, mais là, il faut dire que c'est pas normal et que les États-Unis d'Israël doivent perdre et dégager, en fait. C'est pas normal. C'est une folie. Et ben ça, c'est du campisme. Mais non, une vraie position, c'est dire, ah, c'est pas cool quand même. Je suis contre les deux. Allez, battez-vous. Je suis contre les deux. Tu vois, t'as un gars qui fait 1m80, t'as un autre, c'est un enfant. Le gars qui fait 1m80 vient mettre des petites baffes à l'enfant. L'enfant veut répliquer. T'es en mode, oula. Moi, je suis pour aucun des deux. C'est la fin. La fin ne justifie pas les moyens. Je pense que vous n'auriez pas dû vous battre. Allez-y, faites voir qui gagne. Ah bah c'est le grand qui a gagné. Ah bah voilà. Ça, c'est vraiment ça. Non, mais je ne m'applique pas. Je trouve que c'est n'importe quoi. Et eux, c'est ça la clé. Et eux pensent qu'il y a un camp du mal et du coup tout le reste en face serait le camp du bien. Ben non. Non, personne dit ça. Par contre, en Iran, il y a un agresseur, il y a un agressé. Non. Personne dit il y a un camp du bien, il y a un camp du mal. On ne pense pas que l'Iran est le camp du bien. On ne pense pas que la Russie est le camp du bien. On ne pense pas que la Chine est le camp du bien. On pense qu'il y a des agresseurs, il y a des agressés. Et il y a un camp impérialiste qui est en train de mener la guerre partout. Voilà. Venezuela, moi je ne pense pas que Maduro est le camp du bien. Voilà, les mots là, je ne pense pas que ce soit le camp du bien. Je suis malgré tout contre l'intervention occidentale. Ah, mais lui, il est en mode, ah oui, mais là, il y a vraiment des tyrans. Il y a des tyrans, il y a des démocraties. Et bon, les démocraties, ok, elles font pas des trucs bien, mais là, voilà. Du moins des alliés. Après, les USA, grand Satan. Ben non. Moi, je suis d'une histoire qui tenait tous les bouts. Oui. Voilà, tenait tous les bouts. Voilà, il est partout. Il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde et il est pour personne. Il tient tous les bouts. Il arrive à tout critiquer. Et mais en fait, c'est très facile. Il laisse faire. Il laisse faire l'histoire. C'est-à-dire que les États-Unis agressent l'Iran. Il laisse faire. Il est en mode, ah non, mais moi, je n'aime pas les États-Unis. Je n'aime pas l'Iran. Allez. Mais sauf que si tu ne fais rien. Si tu es en mode, ah non, mais les deux sont pas cool, bah c'est quand même les États-Unis qui vont dominer. C'est lui-même, il met sur le même plan, sur la position de neutralité. Il n'y a pas de domination économique, il n'y a pas de domination militaire. Les États-Unis, ils ont le plus gros budget militaire, loin devant tout le monde. Ah non, mais je mets sur le même plan l'Iran et les États-Unis. Ouais, lâche les bouts. Non, mais c'est vraiment le. Mais oui, mais c'est tellement facile quand tu vis dans le nord occidental, que tu as une belle vie, que tu es un petit bourgeois avec une belle vie. C'est tellement facile de dire, ah non, mais moi je tiens tous les deux bouts. Hein. Je critique, sauf que toi tu profites de l'impérialisme occidental. C'est bien de tenir tous les deux bouts, de critiquer l'Iran si tu veux. Tu vis de l'impérialisme français. Edwy Plenel, espèce de gros connard, tu vis de l'impérialisme français là. Là, ta belle vie de Mediapart, de petits bourgeois de merde, c'est parce que la France est en train de répandre la mort partout. Il y a le franc CFA, il y a la domination économique, il y a la France-Afrique, il y a les interventions au Moyen-Orient, tu vis de ça. Donc ferme ta gueule, t'as pas à tenir tous les bouts, t'as à critiquer l'impérialisme français, l'impérialisme occidental en priorité, parce que c'est ta responsabilité première. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo sur l'impérialisme. C'est trop facile. Ah mais moi je critique vous, hein. Non, mais et je continue à vivre tranquillement des rentes de l'impérialisme occidental. Salut YouTube. YouTube, juste, vous comprenez pas? Non, j'ai pas fait un stream de 3 heures, j'ai juste fermé les volets parce que la lumière était pas cool. J'ai fermé les volets et j'ai allumé les lumières. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un trou temporel. Vous inquiétez pas, vous êtes pas assez... J'ai pas coupé 3 heures de stream. Voilà. Allez. Mais il m'énerve, c'est tout ce que je déteste, c'est tout ce que je critique, et c'est exactement, je n'ai pas les mains sales, hein. Moi, l'Iran, Israël, l'Iran, les États-Unis, je critique les deux, hein.
Et je rappelle quand même que la guerre d'Iran, parce que je viens d'y penser, la guerre d'Iran, il met sur le même plan, moi je suis pas pour l'Iran. Hein. En face, c'est quand même eux les agresseurs, et parmi les agresseurs, t'as la première puissance mondiale qui est en train de menacer l'ensemble de la planète. Ils ont même menacé le Groenland et le Panama, qui est en train de mettre en place un régime fasciste, et l'autre, un État qui est en train de commettre un génocide. Il est quand même en mode, ah non mais moi j'aime pas les deux camps. C'est pareil, c'est du pareil au même. L'agresseur et l'agressé, quand même l'agresseur est la plus grosse pourriture de tous les temps. C'est quand même des gens, il y a un État qui commet un génocide et l'autre qui menace la planète entière. Mais non, c'est pareil. Et au final, on rappelle, c'est l'affiche, si t'es en position de neutralité dans une question d'injustice, t'es du côté du dominant. Être neutre dans une situation d'injustice, c'est être du côté de l'agresseur. C'est tout. Nous combattions le colonialisme et l'impérialisme, nous soutenions les Vietnamiens, les Algériens, etc. Mais nous combattions l'oppression de la bureaucratie soviétique sur son propre peuple, sur les peuples. C'est-à-dire, le soutien au Vietnam, tu étais en mode, oui, bon, après les Vietnamiens, c'est pas cool et tout. Non, tu soutenais la guerre vietnamienne. L'Algérie, tu soutenais l'Algérie, c'est tout. Qu'est-ce qui nous casse les couilles avec l'URSS ? Des pays de l'Est. Nous combattions la captation des indépendances via des partis uniques, via des régimes dictatoriaux. Mais ça arrive après, ça. Frère, ça arrive après, mais regarde, tu sais que tu ne peux pas te comparer à Fanon. Parce que Fanon critiquait la possibilité de récupération par une certaine bourgeoisie de la lutte d'indépendance, tout en étant activement dans la lutte d'indépendance algérienne, tout en prenant les armes pour l'indépendance algérienne. Toi, ce que tu fais, c'est juste dire, ah non, je critique les deux, du haut de ton piédestal, à juste écrire des articles et sans rien foutre. Faut quand même montrer la différence, en fait. Montrer la différence. Fanon, il était dans le FLN. Toi, t'es juste là, objectif neutre, à rien faire entre les deux. Ah ouais, c'est pas cool les deux. C'est pas cool. Allez, bon courage. Allez. Mais si au moins, tu sais, si au moins il était dans la lutte de résistance, je sais pas, palestinienne ou. Ouais, y a pas de souci. Là, t'as le droit. Là, t'as le droit de critiquer, t'es en interne. Là, t'es en position extérieure, tu fermes ta gueule. Le régime irakien et le régime syrien, issus du nationalisme arabe baathiste, ont été les pires destructeurs de leur peuple, les pires massacreurs. Non mais attends, je veux dire, allez, prenons même Saddam Hussein. Hein, et alors ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait déjà ? Je rappelle qui a armé d'abord Saddam Hussein. Rappelons un petit peu, hein. Qui a armé Saddam Hussein ? Qui a permis à Saddam Hussein de gagner en puissance et tout ? Et deuxièmement, et donc il fallait bombarder l'Irak. Et maintenant, c'est comment l'Irak ? Vas-y, dis-nous comment est l'Irak aujourd'hui et de vie plénelle. Voilà. C'est trop c'est vraiment le truc. Ouais, mais c'est exactement ce que je vous ai dit, les gens. On a l'illustration de ce que j'ai dit. Ok, l'impérialisme occidental, c'est pas cool, mais il y a quand même des dictateurs, faut peut-être les renverser, quoi. C'était les pires personnes. Ok, moi je n'aime pas les guerres, mais bon. Saddam Hussein. C'est vrai que ça se passe vraiment bien de. Oui, la Libye, tout ça. Oui, oui, moi aussi, il me dégoûte. Il me dégoûte. C'est vraiment l'idée que, au moins, nous, on est des démocraties libérales. Je pensais pas que ça allait être autant ça, mais c'est exactement ça. Le principal parti communiste du monde arabe était en Irak. Il a été exterminé par Saddam Hussein. Donc, moi, je suis très au courant, historiquement, de cette histoire et je l'actualise aujourd'hui. Donc, nous l'avons documenté. Voilà, donc c'est vraiment la gauche morale qui a les mains propres et qui, l'ordre du monde est injuste, mais tout le monde a un peu tort. Tout le monde a un peu tort. Voilà, il y a des dictateurs quand même dans le Sud. Hein. Et pourquoi il y a des dictateurs ? Et ça, il faut le rappeler, les gens, et c'est ce que je disais dans la vidéo sur l'impérialisme, il ne peut exister d'expérience démocratique dans les pays du Sud tant qu'il y aura le capitalisme. Ce n'est pas possible. D'expérience démocratique, socialiste, réellement démocratique. C'est-à-dire que le peuple peut prendre le pouvoir. Ça ne peut pas exister dans les pays du Sud. Ça ne peut pas. Parce que dès que le peuple prendra le pouvoir et décidera de décider pour lui-même, et notamment de garder les ressources pour lui, pour son bien-être et tout, et de proposer un autre modèle, un modèle alternatif, ils seront massacrés. Ils seront massacrés. Mediapart est incapable de comprendre la dérive du régime vénézuélien sans comprendre déjà le blocus que vivent les Vénézuéliens depuis des années et sans comprendre comment l'impérialisme occidental empêche d'avoir une réelle expérience socialiste au Venezuela. Non, juste, ah ouais, mais c'était un dictateur. C'était un dictateur, donc il faut le destituer. Évidemment que sur l'Ukraine, nous avons documenté ce que signifiait l'évolution de la Russie dans un nouvel impérialisme, un matiné de stalinisme, de tsarisme et de gangstérisme mafieux qui
en fait, ne veut pas de l'autodétermination des peuples. Et donc, Alors que les États-Unis, la France, tu vois, comme la Russie ne veut pas l'autodétermination des peuples, ce qui est vrai, hein, je veux dire, Poutine est un capitaliste comme les autres. En fait, ce qui est très symptomatique avec Poutine, c'est qu'il est autant capitaliste que Trump. C'est vraiment une guerre intracapitaliste. C'est qui va prendre le lead sur le système capitalisme mondial. Mais partons du principe que Poutine est contre l'autodétermination des peuples. C'est vrai que Zelensky l'est. Mais donc il faut soutenir l'OTAN. L'OTAN, c'est pour l'autodétermination des peuples. On va soutenir l'OTAN pour lutter contre quelqu'un parce que ce quelqu'un est contre l'autodétermination des peuples. Vous vous rendez compte que c'est absurde. C'est absurde de soutenir l'armement de l'OTAN. Et je rappelle que l'OTAN, ça leur sert de renvoyer des armes en Ukraine. Parce que déjà, maintenant, c'est devenu une base avancée contre des puissances émergentes comme la Russie, la Chine, etc. Mais surtout, ça leur permet de justifier le réarmement atlantiste. Mais bon, il faut soutenir le réarmement atlantiste parce que Poutine, il est contre l'autodétermination des peuples. Alors que nous, on l'est. évidemment que nous sommes du côté du peuple ukrainien. Et d'ailleurs, l'autodétermination des peuples, je viens d'y penser. Il faut armer l'Ukraine et donc soutenir l'armement de l'Ukraine par l'OTAN au nom de l'autodétermination des peuples. Mais tu te fous de la gueule de qui, Edwy? Genre, l'OTAN va laisser l'Ukraine être autodéterminée? Aïe, 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 aïe. Oui, c'est ça. Ouais, on va laisser l'Ukraine. Genre, on fait ça pour la liberté de l'Ukraine. Ils vont pas devoir payer, les Ukrainiens. Ils vont pas devoir nous donner des ressources. D'ailleurs, c'est ça les négociations. Hein. Les négociations avec l'Occident, avec Trump, avec tout ça, sur l'armement et tout, c'est qu'il y a des contreparties. Et des contreparties, c'est pas l'autodétermination des Ukrainiens. Ça nous intéresse pas. Hein. Ça va pas intéresser les Trump et compagnie. Non. On fait pas cette guerre. Là, il faut quand même. Parce qu'il nous fait croire qu'on fait la guerre en Ukraine pour l'autodétermination des Ukrainiens. Ah, tu te fous de la gueule de qui, bordel de merde, espèce de gros connard? De qui tu te fous de la gueule, là? Ils vont devoir payer. C'est des prêts qu'on leur fait. Et on va devoir avoir... D'ailleurs, là, il y a toutes les entreprises capitalistes qui se battent, là, occidentales, pour la reconstruction de l'Ukraine. Hein. Les Ukrainiens vont payer. Ils vont payer ça. Il n'y a aucune autodétermination. Maintenant, les Ukrainiens sont les vassaux des États-Unis et de l'Occident. C'est pour ça que l'Ukraine vote. Regardez les votes de l'Ukraine à l'ONU. Et ils suivent toujours le vote états-unien. Toujours. Ils vont suivre ce vote. L'Ukraine a cédé ses terres rares aux États-Unis. Oui, mais nous, on est pour l'autodétermination. L'atlantisme est pour l'autodétermination des peuples, ok? Des peuples, pas des États, du peuple ukrainien face à une agression impérialiste de l'impérialisme russe, lequel est venu au secours, je le rappelle, de la dictature des Assad en Syrie, qui a massacré son propre peuple. Et donc, alors que nous, on était pour l'autodétermination des Syriens, bien entendu. Moi, là, c'est la question. Moi, je suis journaliste, je suis à la place du journaliste, je lui dis à Plenel, mais attends, l'OTAN est pour l'autodétermination des Ukrainiens? Il n'y a pas des contreparties de ouf au financement atlantiste? évidemment Autodétermination, mais pas des ressources, oui, bah oui. que cette position-là, et c'est cela dont tu parlais, qui parle de l'atlantisme, dérange les gens qui essayent de faire gober à des jeunes qui se radicalisent aujourd'hui, qui auraient un axe de la résistance, qui serait... Les gens, là, j'ai l'impression... Les gens, on est d'accord? Attendez, on est d'accord que là, c'est directement adressé à Youssef Boussouma. Les gens, c'est Youssef Boussouma qui parle. Je veux dire, des 5 dernières années, le seul que j'attends parler H24 de l'axe de la résistance sur Internet, c'est Youssef Boussouma. Surtout pour critiquer Edwy Plenel. Attendez. dont tu parlais, Je suis persuadé, je suis prêt à parier que c'est sur Youssef Boussouma. qui parle de l'atlantisme, dérange les gens qui essayent de faire gober à des jeunes qui se radicalisent aujourd'hui, qui auraient un axe de la résistance, qui serait le régime des mollahs. Le régime des mollahs. C'est Mediapart, hein, ça change des autres médias, hein, c'est objectif et tout. Hein. Le régime des mollahs. Ça parle comme BFM. C'est exactement le même langage. Le régime des mollahs. Déjà, régime. Pourquoi régime? Pourquoi pas gouvernement? Pourquoi genre, est-ce qu'on parle du régime de Trump et tout? Je crois qu'il y a un journal qui avait parlé du régime israélien qui avait dû s'excuser pour avoir utilisé le terme régime. Hein. Voilà, le régime des mollahs. C'est fou. Soutenez un média indépendant. Hein, Mais pourquoi vous le traitez d'atlantiste? Merci, Bleu Choc. Le régime syrien, quand il existait, le Hezbollah et le Hamas.
Ah, parce qu'il est anti-Hezbollah aussi, c'est ça? Il est anti-Hezbollah. Il va parler, sachant que quand ceux qui parlent de la résistance palestinienne ne résument pas au Hamas. Youssef ne résume pas au Hamas. Youssef, dans les organisations palestiniennes qui portent au cœur, ce n'est pas le Hamas, la première. Mais lui, ça l'arrange, Edwy Plenel, de résumer les Palestiniens au Hamas. Vous avez vu les termes utilisés quand même. On dirait qu'on est sur Arte, en fait. On est sur BFM. Le régime des Mollahs, le régime syrien avant, et le Hezbollah et le Hamas. C'est une folie. Oui, mais cet axe de la résistance, il est oppresseur des peuples. Le Hamas... Oh là 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 là, c'est ouf. C'est ouf. Attends, il va vraiment aller faire une critique là, genre c'est des dictateurs. Mais comment on peut, veut dire Gaza, comment tu peux venir parler du gouvernement à Gaza quand tu vis sous blocus depuis 15 ans? C'est dingue. C'est dingue. Gaza, ce qui opprime le peuple, c'est le Hamas, hein, ok? C'est le Hamas qui opprime le peuple à Gaza, ok? Parce que, en fait, là, il est en train de nous faire croire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais le Hamas, il opprime vraiment le peuple. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible? Un gouvernement démocratique dans un pays, dans un territoire qui subit la colonisation et qui subit un blocus depuis 15 ans? C'est une folie. Les gens, rendez-vous compte de la dinguerie qu'il est en train de dire. C'est une folie. Ouais, le Hamas, il opprime le peuple. C'est un régime qui vit sous blocus. Je suis désolé, mes amis palestiniens. Comme à Cuba. Du Fatah et de l'OLP, eh bien. Oh là là. Ses amis, il a pris ses amis palestiniens et du Fatah de l'OLP. Parce que, en fait, il faut pas oublier que, voilà, le Hamas, il y avait des discussions avec le FPLP, avec. Nous, on avait reçu des membres du FPLP à PDH et tout. Un ancien membre du FPLP, comment il s'appelle celui qui était proche aussi du PC, là, qui est chauve, là. Comment il s'appelle? Qui avait fait de la prison et tout. Comment il s'appelle? Salah Hamouri. Salah Hamouri, merci beaucoup, Eruel Seri. Et Salah Hamouri en mode, mais c'est pas à vous de critiquer le Hamas, en fait. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Soutenez les Palestiniens. C'est pas Edwy Plenel, là, de dire, ah non, mais moi, je préfère l'OLP et le Fatah. Voilà, j'aimerais bien avoir l'avis de Plenel sur, comment il s'appelle comment il s'appelle, le dirigeant en Cisjordanie, les gens. Ah, putain, j'ai des trous, j'ai que des trous. Mahmoud Abbas, voilà. Merci Mahmoud Abbas. Oppresseur ou pas? Hein? Edwy Plenel, oppresseur ou pas Mahmoud Abbas? Ne sont pas d'accord politiquement avec le Hamas et son idéologie. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est très bien de te dévoiler. C'est tout ce qu'on pensait. Voilà. Il ne fait que confirmer l'avis qu'on avait sur Edwy Plenel. Religieuse. Le régime des Mollahs, et on peut tout à fait contre. Le régime des Mollahs. Il continue. Il répète le régime des Mollahs. Rappelez-vous que c'est pour critique des médias, Mediapart. Hein. Ça ne s'enfonce pas dans la propagande. Hein. La guerre israélo-américaine contre l'Iran, on ne libère pas un peuple en lui envoyant des bombes sur la tête, mais savoir qu'on est du côté de Femmes, Vie, Liberté, on est du côté du peuple iranien contre... Oui, bah si tu es contre... Alors là, si tu es du côté du peuple, tu dois juste... En fait, là, la priorité, c'est de condamner la guerre israélo-américaine et espérer qu'elle perde cette guerre. Voilà, les gens, c'est pas une dinguerie ce que je suis en train de dire. De dire, si t'es vraiment anti-impérialiste et que tu es même du côté de l'émancipation, du côté de la démocratie, du côté des droits de l'homme, du côté du droit international, tu dois souhaiter la défaite d'Israël et des États-Unis. C'est pas une folie. Il faut souhaiter la défaite d'Israël et des États-Unis parce que c'est une dinguerie. Même en étant du côté du peuple iranien. C'est fou. C'est fou, lui juste, ah non, je condamne, mais je suis pas pour, mais bon, voilà, si ça peut gagner, tant mieux. Cette oppression, comme on est du côté du peuple syrien, comme on est aux côtés du peuple... Et vraiment, les gens, ça rentre dans la droite ligne de ma vidéo sur l'impérialisme, c'est exactement ça, cette justification par le peuple, comme si en plus il existait qu'un peuple, tu vois, il y a qu'un peuple en Iran, et le peuple iranien, il est anti-gouvernement tout court. Il n'y a pas aussi des contradictions internes, genre il choisit... Je veux dire, ce truc de « Ah, mais moi je suis du côté du peuple », c'est que tu choisis le peuple que tu souhaites. Genre le peuple qui, pour toi, est un représentant légitime de cet État. Mais ça marche pas comme ça, la vie. En fait, là, ta position que tu dois avoir, là, c'est juste de critiquer l'agression états-unienne et israélienne. C'est tout. Merci Salim, merci beaucoup Salim. Le Libanais contre ceux... N'oubliez pas que le Hezbollah s'est perdu. Il avait une popularité
Oh là 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 là. Maintenant, il va critiquer le Hezbollah, mais il est en roue libre, les gens. Mais c'est une folie, vous vous rendez compte? Là, je veux dire, les gens, guerre israélo-états-unienne contre l'Iran, il a passé plus de temps. Ah ouais, mais il critique les deux, hein. Il a passé plus de temps à critiquer le Hamas, à critiquer l'Iran, à critiquer même le Hezbollah que l'intervention occidentale. Voilà. Voilà l'anti-impérialisme à la Plenel. Et voilà pourquoi on vous dit que ce mec est un atlantiste. C'est un atlantiste critique. C'est-à-dire qu'il est pas oui, il se dit, ah non, c'est pas cool, mais allez, les Occidentaux, allez, c'est une folie, la CIA, c'est une folie. Merci, Copird, merci. Dans le sud, par sa Dans les années résistance 2000, à oui. Israël, mais il s'est perdu comment? En allant devenir une force supplémentaire. D'ailleurs, c'est le Hezbollah qui s'est perdu. Je veux dire, il n'y a pas des contradictions de ouf, il n'y a pas une oppression israélienne, il n'y a pas tous les États occidentaux qui sont là à donner, à soutenir Israël, même quand ils bombardent le Hezbollah et tout. Non, non, c'est le Hezbollah, il s'est perdu tout seul, comme ça. Genre, on ne sait pas pourquoi il s'est perdu le Hezbollah. Voilà. En Syrie, dans une violence où il attaquait pas Israël, il attaquait le peuple syrien. Il a même créé Donc, du racisme anti-syrien au Liban. Et ça, c'est comme ne voir que d'un œil. Donc en effet, il y a des gens qui... Non, mais partons, regardons aussi par exemple la position du Hezbollah vis-à-vis de la Syrie de Assad. Et donc, le Hezbollah a été plutôt soutien de Assad, ce qui est une catastrophe. Mais en fait, il suffit pas de dire ça. Il suffit pas de dire ah c'est une catastrophe, c'est soutien. Comment ça se fait que le Hezbollah soutenait Assad? Parce que le Hezbollah était tellement isolé, tellement seul, tellement affaibli que parmi les seuls qui arrivaient à soutenir le Hezbollah, il y avait cet axe-là. Mais en fait, tu ne peux pas juste dire ah non c'était pas bien sans reprendre aussi tout en contexte et toute la situation géopolitique qui amène à avoir ces positions catastrophiques. C'est trop facile. C'est trop facile d'être extérieur, de pas voir les enjeux et tout, tu vois. Mais par exemple, c'est comme par exemple les luttes kurdes. Parlons des luttes kurdes. T'as des Kurdes qui ont accepté l'armement des États-Unis, l'armement occidental, et qui parfois sont dans des positions catastrophiques. Mais il suffit pas de dire ah non mais c'est catastrophique, c'est Kurdes qui ont accepté l'Occident. Oui, mais comment ça se fait? Parce qu'ils sont dans des situations de contradiction énormes qui les amènent à se dire bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est soit ça, soit on crève. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc c'est toujours de pointer l'impérialisme qui amène à ça. Lui c'est juste en mode ah c'est pas moral ce que vous avez fait. C'est pas moral. C'est pas bien. Oui mais t'es où frère? T'es où? Ferme ta gueule en fait. Ferme ta grande gueule. ne veulent Oui, il voir. faut voir les raisons matérielles de l'histoire. J'ai vu Azadi en conférence, il parlait de ces alliances spontanées trop intéressantes. Bah oui, c'est les contradictions internes quand tu as un truc de résistance et qui va te donner des armements, qui va te donner des financements. Tu es obligé de prendre des situations comme ça qui sont des décisions comme ça qui sont catastrophiques. Que l'Ukraine. Mais c'est trop facile quand tu es de l'extérieur dans une position confortable où tu n'as aucun risque de venir faire le grand sage. Et qui ne veulent pas voir Gaza et la... Ça a toujours été ça dans toute l'histoire des luttes de libération, surtout quand tu es ultra isolé. Mais prenons le Vietnam. Vous savez que le Vietnam, à un moment donné, ils ont négocié avec les États-Unis. Et Ho Chi Minh a aussi négocié avec les Français. Vous avez Ho Chi Minh qui, dans un truc stratégique, a une photo où il est en train de prendre un verre avec un général français. Voilà. Et t'as Plenel en mode ouais, pas ouf. Et les États-Unis, non mais les gars, t'es obligé. T'es obligé, je veux dire, t'as des vies humaines, t'as des morts, t'es obligé parfois d'avoir un truc de contradiction, de négociation selon des contextes, selon des périodes précises. Mais lui, non, il a pas les mains sales, Plenel, pas du tout. Oui, Palestine. ça c'est vrai. Et il s'appelle Glucksmann ou d'autres. Oui. Hein. Bon, mais c'est comme ne voir que d'un œil. Donc en effet, il y a des gens qui ne veulent voir que l'Ukraine et qui ne veulent pas voir Gaza et la Palestine. Ça. Oui, mais toi, tu vois les deux, mais d'une manière catastrophique. Parce que lui, il va se distinguer de Glucksmann en mode je parle de la Palestine. Tu parles de la Palestine d'un point de vue très occidental, en mode les deux ont tort. Ouais. Et il s'appelle Glucksmann ou d'autres. Oui. Hein. Bon, mais il y a des gens qui ne veulent voir que Gaza, etc., et qui ne veulent pas voir l'Ukraine. Et ça, c'est une Si. Nous, on parle beaucoup de l'Ukraine. Ne viens pas faire croire qu'on ne parle pas de l'Ukraine, en fait. perdition. Il voit les deux, mais il fait rien. Oui, il voit l'agresseur et l'agressé, et lui, il est en mode la paix. La paix entre les deux, en fait. Il faut la paix. Elle a eu des conséquences dramatiques. Hein, la patrie du socialisme. Ferme ta gueule. Suis Moscou, aveuglément, et puis du coup tu ne vois rien, et tu accompagnes des crimes, les immenses chagrins que ça donne après, les immenses tristesses que ça donne après. Et donc, non, on ne doit pas être comme ça, et certainement pas quand on est un journaliste d'information. Nous, Voilà, oui. C'est juste un journaliste d'information. Le gars qui parle du régime des mollahs est juste un journalisme d'information, comme BFM. Ah oui, c'est vrai. Oui, comme BFM. est là pour documenter, raconter.
Arrête d'avoir cette position de pseudo-neutralité. Arrête, tu as des positions politiques atlantistes. Et après, il arrive avec... Mais nous, on est journalistes, on fait un travail de documentation. C'est vraiment pour défendre ses positions, il va dans le culte, il va dans l'idéologie du journaliste neutre. Mais vraiment, il se place en surplomb de la société à dispenser la juste parole et les bons points. Oui, c'est insupportable. Je le hais. Vous comprenez pourquoi je le hais, ce gars? Je le hais. C'est la gauche blanche morale dans toute sa splendeur. Et c'est encore pire parce que elle, c'est vraiment une gauche très, très fourbe qui me rend fou parce que c'est la pire des gauches. Pourquoi? Parce qu'elle prétend prendre en compte la question du racisme, la question de l'islamophobie, la question de l'impérialisme. Elle est vraiment là en mode, non, mais moi j'ai bon sur tous les points. Hein. J'ai bon sur tous les points. C'est-à-dire, case de l'émancipation, je n'aime pas le régime des mollahs, je n'aime pas les États-Unis, mais je fais rien parce que je n'aime pas les deux. Voilà, je n'aime pas les deux, donc je l'espère. Je ne veux pas me mouiller. Je ne veux pas me mouiller, je veux que les deux perdent. Sauf que les deux ne vont pas perdre. Voilà. C'est vraiment ça. C'est Israël, États-Unis contre l'Iran. Je souhaite que les deux perdent. C'est pas les deux qui vont perdre. C'est pas les deux qui vont... Déjà, il y a un agresseur, un agressé. Je ne souhaite pas la défaite des deux. Je souhaite la défaite de l'agresseur. Et dans la réalité, tu as la première puissance militaire mondiale. Voilà. Et on ne peut pas accepter... Ça fait la morale en permanence, mais jamais ça descend dans l'arène pour se battre. Exactement. Cette oukase, d'où mon vulgaire ferme ta gueule de tout à l'heure, cette oukase qui, dans un moment quand même grave, où on sait que notre ennemi commun a le vent en poupe, on ne peut... C'est qui notre ennemi commun, là? Attends, c'est qui notre ennemi commun? Voilà, c'est qui notre ennemi commun? C'est le fascisme, c'est ça? Oui, mais donc le fascisme, pour toi, pourquoi soutenir l'atlantisme? Je veux dire, si c'est le fascisme l'ennemi commun, pourquoi soutenir l'atlantisme des Macron, des Mélanie et des... ouais, je comprends pas. Dans un moment quand même grave, où on sait que notre ennemi commun a le vent en poupe, on ne peut pas s'autoriser ça. On ne peut pas s'autoriser cette façon de dire « mais mon pire ennemi, c'est celui qui est plus proche oui. ». C'est l'histoire. Il y a un film sur... Non, mais attends. En plus, lui, il essaye de faire croire que... En fait, nous, on parle de responsabilité. Tu vis en France, la putain de ta grand-mère. Tu vis en France. Vise la France d'abord. Pas parce que c'est la plus méchante, mais parce que tu vis de ça. George Orwell de Raoul Peck, qui est un cinéaste haïtien, mais français, et formidable, qui a fait un grand film sur le Lumumba, qui a fait exterminer toutes ces brutes sur l'impérialisme. Mais c'est quoi l'histoire de George Orwell? Il rejoint la guerre d'Espagne. Il est antifasciste. Il évolue parce qu'il vient plutôt d'un milieu conservateur en Grande-Bretagne. Il voit la résistance au fascisme en Espagne. C'est la répétition générale en 1936. Et il voit les commissaires politiques qui accompagnent le Parti communiste en Espagne liquider le POUM, liquider Andrés Nin, liquider des anarchistes. C'est-à-dire considérer que le pire ennemi, c'est le camarade qui lutte avec toi parce qu'il ne pense pas comme toi. Au nom du pouvoir absolu de l'Union soviétique. Et parce que tu veux le monopole de... Mais attends, mais lui, il est pas en train de critiquer H24 la FI au nom du pouvoir absolu de l'unité de la gauche? Je comprends pas. Il est pas un peu dans la même logique sur il faut à tout prix abattre la France insoumise et tout pour l'union absolue des gauches et d'une gauche responsable, d'une gauche démocratique, Clémentine Autain? Moi, je suis persuadé son rêve absolu, son rêve total, ce qui correspondrait totalement à sa ligne, c'est Clémentine Autain. Une femme féministe, gauche SOSDEM, atlantiste et tout, c'est le rêve éveillé, ça le fait jouir. S'il voit qu'elle peut être présidente, ça va le faire jouir. Et l'hégémonie. Et là, on en revient à une question essentielle pour moi, qui est s'il y a, au-delà du sectarisme, parce que tout ça rejoint le sectarisme, qui est une perdition pour le camp de l'émancipation. Le camp de l'émancipation, je n'en peux plus. Le camp de l'émancipation. Mais ta gueule. Là, lui, il parle pas du camp du bien, il parle du camp de l'émancipation, mais c'est la même chose. Hein. Dans sa tête, c'est le camp du bien, le camp d'émancipation. C'est les logiques. Mais si je lutte pour ça, c'est que c'est l'émancipation. Et c'est bien puisque c'est l'émancipation. Vous êtes contre l'émancipation? L'hégémonie, les logiques de puissance. Si nous sommes du côté de l'émancipation, nous sommes pour la liberté. Nous ne sommes pas pour la verticalité. Oh là là, mais c'est discours abstrait, mais c'est une folie, vraiment. C'est l'abstraction. Non, mais nous, on est pour le bien. On est pour la liberté, les droits de l'homme, la solidarité. Pour le pouvoir d'un seul sur la volonté de tous. Ni Dieu, ni César, ni tribun. C'est quand même pas un hasard s'il y a cette formulation dans l'international. Et en parlant de tribun, justement, on
On termine par ça, on termine par Mélenchon, les gens. On te reproche souvent une sévérité particulière envers Jean-Luc Mélenchon sur le réseau le plus agressif, le réseau social le plus agressif, à savoir Twitter. Mais c'est ce qu'on... Pas seulement, c'est pas seulement sur Twitter qu'on reproche à... Pourquoi est-ce que sur Twitter c'est pas vrai? C'est sur tous les réseaux. On fait un pressing constant sur absolument tous les réseaux pour dire que c'est un anti-Mélenchon débile. C'est ce qu'on retrouve souvent sous les articles que tu écris concernant Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne suis pas particulièrement agressif avec Jean-Luc Mélenchon. On peut Non. retrouver dans mes articles sur Mediapart, mais même d'autres avant, et dans les livres, François Mitterrand, quand je sors La part d'ombre en 1992, je vais te raconter une anecdote, mais qu'il ne faut pas interpréter comme l'idée qu'on aurait un vieux compte à régler en permanence. Mais ça illustre un petit peu un itinéraire de personnes qui ont à peu près le même âge. En fait, ça me saoule. Voilà. Les gens, je pense que je suis arrivé au bout de l'interview, ça me saoule. Je suis saoulé. J'ai pas envie d'entendre son anecdote. Attendez, on avance. Me tutoie tout de suite, je lui réponds en le vous voyant. Oui, son anecdote, on s'en bat les couilles. Dans mes engagements de jeunesse, dire la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste, crier la vérité. Mais il a vraiment cette image de je suis qu'un combattant, on m'aime pas parce que je ne fais que dire la vérité. C'est pour ça qu'on m'aime pas. Je dis la vérité. Bon, allez, c'est bon. Allez, ça dégage. Je n'en peux plus. Plenel, je le hais. Plenel, pour moi, ça dégage. Voilà. Ce n'est pas un camarade. Ça me fait rire. Je le hais. C'est le pire de la gauche. C'est ce que je ne supporte pas. Parce qu'elle est là avec toute la prétention d'avoir raison, d'être du camp de l'émancipation, d'être bon et tout. Et vraiment, c'est dans son piédestal. Vraiment, il est là dans sa tour d'ivoire de la bien-pensance, de la gentillesse, de l'émancipation. À dire ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est trop violent. Les Palestiniens, ils sont devenus trop violents. Et puis le Venezuela, quand même, c'est pas démocratique. Et puis le régime des Mollahs. Alors certes, c'est vrai qu'ils ont un peu leur tort, les Occidentaux. Mais nous, on peut pas soutenir des gens qui sont pas très gentils. Je ne soutiens que la révolution pure. Tu es donc un contre-révolutionnaire. C'est tout. Quelqu'un qui veut soutenir une révolution seulement qu'elle est pure est un contre-révolutionnaire parce qu'il sera du côté de la contre-révolution, même de manière neutre. En laissant faire, en disant ah non, ça c'est pas ma révolution, elle est pas pure, je n'y participe pas. Faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas une bonne révolution. Voilà. Fais voir au moins, s'il vous plaît. Allez, les gens, on terminera juste. Il faut juste que pour que je garde un petit peu d'espoir, que je lise les commentaires pour voir quelle est la réaction des commentaires parce que je me sens trop mal là, ça me déprime. Alors, on va voir. Il va nous expliquer pourquoi ils essayent de plomber la gauche radicale depuis toujours. Ah. J'étais une grande admiratrice de Edwy Plenel jusqu'à ce que je le voie lors d'une conférence à Toulouse et qu'il publie sur Mediapart un article digne des médias mainstream accusant Mélenchon d'antisémitisme. Cette fois, c'en est trop, hein. Combien de fois Edwy Plenel, dès qu'il y a une polémique, la première... Ah, je rappelle, hein, le journaliste qui veut que la vérité et tout, dès qu'il y a une polémique sur Mélenchon, Mediapart surfe sur la polémique, avale la polémique, suce goulûment la polémique hein, de tout le média mainstream pour dire « Ah, cette fois, c'en est trop, Mélenchon, ça doit partir ». À chaque fois, hein, mais c'est Mediapart, hein, c'est le journalisme, c'est le vrai journalisme, c'est la recherche de la vérité en toute neutralité. Tellement déçu par ce monsieur, traiter Mélenchon et les insoumis d'antisémites. C'est un peu facile de citer Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon en leur absence. Et puis je vois ici aucune autocélébration pour quelqu'un qui a quand même dirigé le monde. Jamais une erreur, ce sont toujours les autres. Pléni. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a reconnu aucune erreur. C'est vrai que dans tout ce qu'on a écouté, il a tout fait bien. Depuis qu'il est jeune, hein, tout a bien été fait. Il n'a commis jamais aucune erreur dans sa vie. Mélenchon 2027. Ah, et les défenseurs des noisettes commencent à se regrouper. Donc ça, c'est un public pas du team. Bref, ça me rassure. Ça me rassure. Donc, pour conclure, pour terminer, Edwy Plenel, prends ta retraite. Voilà, dégage. En plus, je veux dire, vous, t'es un modèle démocratique, t'es invité de partout. Tu sais, il a son média, lui, où il peut publier. Il est invité sur tous les médias et tout, et il vient nous faire des leçons sur la démocratie. Mais mec, toi aussi, tu profites de ta figure. Tu es une figure importante de la gauche, et donc tu en profites pour venir asséner tes vérités. Voilà, c'est tout. Ferme ta gueule un petit peu. Oui, pourquoi l'inviter sur le média? Donc, conclusion, Plenel, on en a marre. On en a marre de Plenel. J'ai pas d'autres conclusions.